Chloé, bonsoir et bienvenue à l'Aquarium Ciné Café. Tonnerre d'applaudissements pour Chloé. Tonnerre d'applaudissements. Oui. Ça va ? Mon micro marche ou pas ? Oui. Ok, parce que je m'entends pas. Je vais commencer par te présenter. Alors Chloé, tu es journaliste et autrice. Tu as commencé ta carrière à la télévision et aujourd'hui tu travailles notamment pour Simone Média. Tu me coupes si jamais je dis n'importe quoi. Si tu me saoules. Si, oui. Oui, comme c'est le maître mot. Si je suis trop en forme, Bon, bref, on va arrêter, ça va être désagréable au bout d'un. Ce soir, tu viens nous parler de ton 5e livre, Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer, sorti aux éditions Les Insolentes en avril dernier. Dans ce livre, tu décortiques des scènes de films et séries qui banalisent les violences sexistes et sexuelles. Tu décides de prendre le problème par la pop culture, qui donne des modèles, des représentations, des références et impacte forcément nos vies. On entend « ça va, c'est un film », comme on entend aussi « c'est bon, c'est une blague ». Vous avez vu, je fais bien là. Non, je voulais faire le cours Florent, mais j'arrive. Juste avant le fameux « on ne peut plus rien dire ». Mais c'est bien plus que ça. Tu l'écris au début de ton livre. Ce que nous normalisons à l'écran, nous le normalisons dans la vie. De la gifle pour corriger une femme à l'absence de demande de consentement, en passant par une multitude d'agressions tournées en ridicule et donc intégrées comme OK. Tu as écrit aussi « La violence, c'est pas du cinéma ». Merde, du coup, là, c'est bizarre. Ça me fait un truc chelou. OK. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est tout bon. C'est tout bon ? Alors, je peux continuer. Alors, Chloé, je ne te remercie pas, car à cause de toi, je me suis coltiné tout un tas de films que je n'avais pas vus, et franchement, je vivais bien sans. Je pense notamment à La fièvre du samedi soir, ou à Grise. Oui, j'avoue tout, j'avais pas vu Grise avant il y a quelques semaines. Et je pense qu'en fait, j'ai fait une fixette sur John Travolta, que vous ne verrez pas à l'écran ce soir, parce que franchement, il m'a gonflé. Mais on va en parler, par contre. Ah, oui, c'était pas dans le déroulé que je t'envoyais. On va parler des gens qui nous gonflent. De John Travolta, enfin de Tony. Qui nous saoule. De Tony. Tony et Danny. Mais en fait, oui, il saoule. Voilà. Et enfin, pour terminer, Chloé, dernier petit clin d'œil, tu es Sagittaire. L'aventurier du Zodiaque. Ah, c'est la signature. Non, mais c'est surtout, pardon, je t'interromps, mais que j'ai enregistré un podcast récemment où on m'a demandé de me présenter. Je me suis présentée en donnant mon signe et j'ai ensuite juré d'arrêter de faire ça. Donc là, malgré moi... C'était du pain béni pour moi, parce que d'habitude, je dois faire des recherches. Parfois, j'envoie des messages à des gens qui connaissent la personne que je reçois pour enfin oui, mais découvrir le signe. Mais là, c'est bon, tu l'avais dit dans ce podcast. J'ai fait « Ah, c'est bon, nickel ». Celui-ci n'est pas sorti, donc ça veut dire que je l'ai dit dans plus d'un podcast. Ah, mais oui. Est-ce que tu peux quand même préciser aux gens mon ascendant ? Poisson ? Bah oui. Ouais, non, mais et là, ma après... lune ? Ah non, j'ai pas ta lune, par contre. Poisson ? Ah, poisson. Oh là okay. là, de la poiscaille. Bon, Chloé, tu es Sagittaire. Sagittaire, c'est l'aventurier du zodiaque. Honnête, spontané, qui ne prend pas toujours de gants pour dire les choses. Tu te reconnais là-dedans ? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu un bon résumé. Est-ce qu'il y a des Sagittaires dans la salle ? Ouais, il y a un seul Sagittaire. Qui est-ce ? Bah non, toi. Ah, flûte. En fait, attends, c'est... Qui est-ce ? Parce que je ne vois rien sans mes lunettes. Il n'y a pas de Sagittaire. Il n'y a pas de Sagittaire ? Il y a des béliers ou pas ? Ah, quelques béliers, c'est bon. C'est et ma des team, poissons ? Ça. Pas de Sagittaire, pas bon, de alors là, on a Poisson. perdu la moitié des personnes qui disent « Ok, cette soirée commence bien, ça va être très chelou et très chiant. » Bon, et ben on passe au livre maintenant. Et je crois qu'on avait... Enfin, moi, j'avais très envie de t'entendre lire un passage du livre. Et tu as accepté, donc je te laisse. Enfin, peut-être que tu veux réagir sur ton portrait, mais en tout cas, sinon, je te laisse la parole sur la lecture. Je pense que j'ai déjà été suffisamment gênante en vous donnant mon ascendant et ma lune. Donc, attaquons. Effectivement, rentrons dans le vif du sujet avec une petite lecture. Mais c'est juste, moi, j'ai toujours du mal à jauger la longueur des passages à lire. Oui, ce que je t'avais dit, dit. Excusez-moi, vraiment, on s'en est pas reparlé. Je ne sais pas si je fais la version longue ou la version courte. Vas-y pour la courte.
Non, attends. Oh là, autant pour moi. J'ai réfléchi dans le train, je fais la longue, mais en faisant une petite coupe. Eh ben, c'est parfait. Du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est pas le plus important. Ok, bon, merci. Merci à tout le monde d'avance de nous écouter ce soir. Et merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc, c'est un passage que j'ai choisi qui est dans l'introduction, un petit peu à la fin de l'introduction. Lorsque je m'aventure sur les applications de rencontres, je prête une attention particulière aux films cités par les hommes dans leur bio. Je ne compte plus les fois où j'ai lu quelque chose comme « Passion American Psycho »,« Team Tarantino » ou « La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». Les titres Fight Club, donc de David Fincher, et American Psycho de Mary Aaron, sont éloquents. Le premier met en scène un club de baston clandestin où les hommes peuvent soulager leur mal-être grâce à la violence. Le second, un jeune et riche psychopathe qui torture, viole et tue des gens. Soyons clairs, j'ai aimé ces films. Mais que penser d'un homme qui cherche l'amour ou un plan d'un soir et juge utile de les revendiquer comme référence ultime ? Dans son dernier rapport annuel, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes affirme que chez les hommes, les réflexes masculinistes persévèrent et que 1/4 des 25-34 ans pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Or, les 25-34 ans représentent exactement la tranche d'âge que je croise sur Tinder. Nous avons grandi avec les mêmes œuvres et je sais que nombre d'entre elles ont pu faire croire à ces petits garçons que la violence inspire et impose le respect. Le livre que vous avez entre les mains, bon, pas vous, mais peut-être que vous allez l'avoir tout à l'heure après l'avoir acheté à la librairie à soi, n'est pas un livre contre les hommes. Toutefois, il révèle et dénonce un système d'oppression des femmes et des minorités de genre par les hommes. C'est un livre contre le patriarcat qui entreprend de l'affaiblir en empruntant une voie encore peu utilisée. Alors peut-être en avez-vous marre d'entendre ce mot, patriarcat. Peut-être même avez-vous l'impression qu'en 2024, 7 ans après le mouvement MeToo, notre société progresse en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles. D'emblée, pardonnez mon pessimisme, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Car plus l'engagement en faveur des femmes s'exprime dans le débat public, plus en face la résistance s'organise. À mon échelle, je me suis évertuée à m'attaquer à la racine culturelle du mal. Dans un article de Marie Telling, l'historienne du cinéma Geneviève Cellier explique « Il y a une sorte de confusion qui veut que les pratiques amoureuses et sexuelles violentes seraient beaucoup plus intéressantes que des pratiques amoureuses respectueuses. C'est ce qu'on appelle la culture du viol et elle est très en vogue en France. » J'achevais l'écriture de mon livre lorsqu'il s'est passé quelque chose d'aussi incroyable que terrifiant. Une scène au dialogue si mal écrit que j'ai cru un instant qu'il s'agissait d'un mauvais film. Pourtant, le 20 décembre 2023, en allumant ma télévision pour regarder C'est à vous sur France 5, j'ai vu Emmanuel Macron, notre président de la République, un petit sourire aux lèvres. Invité à réagir concernant l'affaire Gérard Depardieu, alors mis en examen pour viol car accusé par plusieurs femmes, je l'ai vu et entendu répondre ainsi à la question d'Anne-Elisabeth Lemoine. Est-ce que Gérard Depardieu fait honte à la France ? Il a répondu « Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art, complet. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages dans le monde entier. Et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fière la France. » Si Gérard Depardieu rend fière la France, alors Geneviève Cellier a raison. Cela signifie que la domination des femmes par les hommes y est érotisée et la culture du viol très en vogue. Cela signifie également que nos dirigeants et notre élite culturelle s'appliquent à la défendre. Voilà. Ça continue. Merci beaucoup pour cette lecture, Chloé. Encore une fois, je le dis, vous n'hésitez pas, vous levez la main, on vous emmène un micro et on discute. Mais sinon, moi, j'enchaîne. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, Chloé, c'est que c'est un livre qui, tu le dis, qui soulève ces violences, mais qui reste quand même à des moments très drôles. Enfin, tu mets des petites touches d'humour.
parfois un peu grinçant, mais en tout cas... Donc c'est très drôle et c'est très bien structuré. Il y a 4 chapitres en tout. Et donc tu commences... 5 ? Ah pardon. Ouh, mal compté. Ouais, j'ai vu, ouais. Comme Interville, le mec qui avait fait... Bref, non. Ouais, c'est trop loin cette rêve, c'est trop loin. Non, je pense que les gens étaient nés, globalement, à ce que je vois. Ils ont vu un... Non ? Non ? Interville ? Non. Bon, bref, passons. Bref, très bien structuré. 5 chapitres, que je disais. Hein. Et donc, tu commences par ceux qui nous amusent. Donc, à chaque fois, c'est le jeu du ce et ce, SE et ES, entre parenthèses, UX à la fin. Et donc, tu commences par ce chapitre, ceux qui nous amusent. Tu commences avec notamment Cédric Clapiche. Alors c'est très marrant parce que en juin dernier, on a reçu Iris Bray ici et à un moment donné, un peu en off au tout début, elle me dit que sa petite amie est en train de bosser en ce moment avec Clapiche. Et là, je lui fais un peu en scred, bon, et Clapiche, ça va, comment ça se passe? Et elle me dit non, ça va, c'est bon. Et donc, ça m'a fait marrer de me retrouver, parce qu'on a préparé le déroulé ensemble. Et donc, je me suis dit, tiens, on va reparler de Clapiche au début de cette rencontre. Et donc, voilà, pour vous remettre un petit peu le contexte. Donc, tu parles de Clapiche, tu parles de l'Auberge espagnole. L'Auberge espagnole qui sort en 2002. Rappelez-vous, 2002... cette année magnifique. Bref, on ne va pas refaire le portrait politique de cette année, surtout pas. Mais donc voilà, l'Auberge espagnole, film mythique, hein, c'est vrai, après avec les 2 autres qui vont suivre et tout ça. Aucun scandale à l'époque. Tu le dis d'ailleurs dans ton livre, je sais pas, tu retraces un reportage télé avec des interviews. Ouah, c'est trop bien ce film, avec toute la violence qu'on se bouffe à côté, ça fait du bien de voir un film comme ça, bref, blablabla. Et pourtant, là, tu mets le doigt sur une scène. Voilà, donc on peut lancer le premier extrait de la liste. Alors, tu le dis dans le livre, elle dit 7 fois non. En fait, je me dis que j'aurais pu dire un petit mot avant qu'on lance l'extrait. Non, mais on s'était dit, on lance et ensuite, c'est l'effet de surprise. C'est pour le public, ça. Oui, non, pardon. Tu peux faire des intros, par contre, si tu veux, pour les prochains. Non, c'était pas dans ce sens. C'est qu'on mesure d'autant plus la gravité de cette scène quand on a en tête que juste avant, en gros, Xavier s'est confié à son amie lesbienne, je le précise parce que c'est ce qui légitime le fait qu'elle lui donne des conseils sur comment choper des femmes, parce qu'elle est censée s'y connaître mieux. Le personnage joué par Cécile de France, ouais, Isabelle. Isabelle. Oui, elle le plaque contre le mur. Elle dit, une femme, il faut que tu la tiennes. Ben oui, parce qu'on sait que Anne-Sophie est en couple, enfin qu'elle est mariée, mais sauf que Cécile de France, le Isabelle, personnage joué par Judith Godrèche. Et donc, elle lui dit, non mais tu sais, les femmes, elles aiment bien qu'on les chope comme ça, qu'on les prenne sauvagement, et il faut que tu y ailles, quoi, parce qu'elle trouve que Xavier, il est trop doux et qu'il est trop respectueux, en gros. Donc, elle lui dit, vas-y, n'hésite pas à y aller, mon grand. Et donc, cette scène, pour moi, enfin, en tout cas, moi, en 2002, j'avais 12 ans. J'étais fan d'Interville. Et à cette époque-là, je me suis vraiment construite en tant qu'ado avec la trilogie de Cédric Clapiche, donc avec l'Auberge espagnole. Je suis de la génération Erasmus grâce à Cédric Clapiche. Et pour moi, c'était une scène très, très romantique. Et en fait, je me suis vraiment construite dans l'idée qu'un baiser... c'est pas que ça devait être ça, mais que si on voulait que le baiser il soit stylé, dans mon jargon d'adolescente, je disais stylé, il fallait que ça ressemble à ça, quoi. On dit encore stylé, non? Je le dis. Ouais, mais on a notre âge si on dit stylé. Ah, mais... Moi aussi, je le dis encore, mais bon. C'est flex. Les jeunes disent flex, apparemment. La ringarde. Ah ouais, ils disent flex. Bon, on m'a dit de dire flex, mais quand je dis flex, je suis hyper gênante. Donc bref, et donc c'est assez effrayant, je trouve, quand 20 ans après on regarde cette scène, parce que en effet, encore là, pourtant je la connais vraiment par cœur, je peine à condamner complètement Xavier parce que c'est trop mélangé. En fait, on voit quand même qu'Anne-Cécile a envie, mais elle dit 7 fois non. Et donc moi, ce que j'interroge évidemment dans mon livre, c'est que penser d'une représentation qui met en scène 7 non et qui pour autant est romantique et dans laquelle le héros obtient l'héroïne, quoi.
Parce que c'est suivi il y a ensuite une coupe et on les retrouve dans la chambre. Ils ont fait l'amour et ils sont tous les deux très heureux, quoi. Donc moi, en tout cas, l'une des thèses que j'avance avec mon bouquin, c'est de dire que j'ai vu ça à 12 ans avec mes potes. On les regardait avec ma bande de filles et de garçons. Et pour moi, ça fait partie des films qui nous ont appris que non ne voulait pas dire non. Alors, tu es allé chercher Clapiche, hein. Tu l'as interviewé. Et c'est marrant parce que du coup, l'une des premières choses qu'il te dit, donc que tu expliques dans le livre, c'est j'attendais qu'on me ressorte cette scène. Enfin, il le savait au fond de lui qu'on allait lui ressortir cette scène au bout d'un moment. Oui, tout à fait. Parce que moi, dans la vie, j'aime pas trop être en colère contre les gens de mon côté et faire il m'énerve trop. J'aime bien communiquer, donc pourquoi pas communiquer ça. Pourquoi pas communiquer avec Cédric Clapiche. Donc en effet, ça faisait vraiment partie quand j'ai un peu listé les gens que je voulais interviewer pour le livre, pardon. Il était vraiment en haut de la liste parce que je me suis dit c'est pas juste en fait de pas lui donner de droit de réponse. Mais pour rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre, Orgasme et moi, elle avait fait une vidéo sur laquelle je suis tombée moi quand j'ai créé le livre, dans laquelle elle raconte sensiblement la même chose. Donc sachant qu'elle a une énorme communauté, je ne sais plus combien elle a d'abonnés, cette vidéo était remontée jusqu'à Clapiche. Donc en fait c'était pas la première fois qu'il se le prenait dans la tronche et puis autour de lui j'imagine que certaines personnes lui avaient dit, en tout cas ce qu'il a apprécié avec ma démarche parce qu'il m'a dit oui direct, et en effet quand je suis arrivée il m'a dit bon bah merci parce que j'ai vraiment envie de pouvoir débattre et m'expliquer parce que Enfin, voilà, il avait vu cette vidéo-là et je pense qu'il était resté un peu sur sa faim, de ne pas pouvoir donner sa version à lui. Et moi, j'en attendais beaucoup, beaucoup de mon entretien avec lui parce que, justement, l'un des réalisateurs que j'ai le plus aimé, qui fait vraiment partie de ma filmographie. Donc, je me disais, j'espère qu'il ne va pas me décevoir. Et l'échange, il a été vraiment super intéressant parce que assez vite, moi, j'avais même plus l'impression d'avoir ma casquette de journaliste ou d'autrice. On s'est vraiment parlé d'homme à femme et d'homme de son âge, c'est-à-dire l'âge de mon père, à femme du mien. Et c'était assez confrontant parce que c'est jamais ni tout noir ni tout blanc. C'est-à-dire que oui, il reconnaît qu'aujourd'hui, la scène, elle est compliquée. Il se pose vraiment la question de est-ce que je la refilmerais telle qu'elle. Mais en même temps, ce qu'il m'a confié, que je raconte longuement dans le livre, c'est que tout est parti de choses qui lui sont vraiment arrivées. Quand il était à l'étranger, il avait une meilleure amie lesbienne qui lui donnait des conseils sur les femmes. Une autre, c'est un mix de plein de choses quand on crée une histoire. Une autre femme lui avait reproché d'être trop gentil, d'être trop respectueux, de ne pas y être allé assez. Et quand il était jeune homme, il s'interrogeait énormément sur sa propre virilité, sa capacité à séduire. Donc en fait, voilà, ça sort pas de son chapeau en fait. Donc moi, quand j'ai un homme en face de moi qui me raconte tout ça, comment le condamner ? C'est ce qu'il a vécu. Et en plus, ce que j'explique dans le livre, c'est que moi-même, j'ai joué ce jeu de dire à des hommes qu'ils étaient trop gentils pour me plaire. Donc, je ne peux pas être hypocrite. On va rester avec Clapiche s'il n'y a pas de remarques ou de commentaires. Ah si. Oui, attends, parce qu'il faut que je juste un peu par rapport à Fight Club. C'est pour la captation. J'ai pas pu m'entretenir avec David Fincher. Merci. Il faut s'entretenir avec Chuck Palahniuk. Et quand on lit les romans et la suite du roman, ce qui est réalisé sous la forme d'un comics, le comics clarifie quelque chose, c'est que Tyler Durden est une merde. C'est un être sectaire et dont les idéaux et les actions sont complètement méprisables. Le film, lui, le dit, mais en sous-texte. C'est un peu comme des films comme Jurassic Park ou d'autres films comme ça. Il y a toujours un second niveau de lecture qui précise ce que dit le roman qui en est à la base. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas parler de Fight Club comme un roman qui serait antiféministe ou quoi que ce soit, ou qui serait pro-violence
ou comme ça. C'est le roman et la BD qui en fait suite dit tout le contraire. David Fincher est complètement passé à côté du message. Comme Spielberg avec Jurassic Park, comme d'autres avec plein de films. Ben pour le coup, je connais bien, je connais bien l'histoire autour de Fight Club et l'œuvre, mais quand je le cite comme ça dans l'introduction, c'est plutôt en termes de représentation simple. Enfin, là encore, moi, quand je l'ai vu, c'était à mon adolescence. Là, j'ai un petit cousin qui a 20 ans et c'est son fond d'écran, donc je pense que c'est vraiment un film qui nous marque quand on est ado, qu'on trouve trop cool. Et je pense que la première lecture, malgré tout, c'est que c'est des hommes qui se bastonnent et qu'on trouve cool quand on est jeune. La première lecture du film, ouais. Oui. Mais donc voilà, dans l'introduction, quand j'en parle, c'est parce que généralement, c'est à cette lecture-là que les gens s'arrêtent, quoi. Et Fight Club, qui est quand même une très bonne adaptation, une fois qu'on lit le livre et qu'on l'étudie même, on se rend compte en regardant le film, c'est un peu comme Mulholland Drive. Quand on regarde le film plusieurs fois, on découvre plusieurs niveaux de lecture. Là, c'est pareil. Une fois qu'on a lu le roman Fight Club, on se rend compte qu'en regardant le film, malgré les belles tenues de Brad Pitt et tout ça, sa belle attitude, son bon jeu, c'est une merde, quoi. C'est un mec. D'où l'importance de lire et d'avoir une approche complémentaire des films. Mais là, c'est vrai que ce dont tu parles, toi, Chloé, c'est uniquement du film, quoi. Et du coup, par rapport à Fight Club... Pardon, excuse-moi, juste je vous interromps parce que ça me vient en même temps. Si je prends ces exemples-là, c'est aussi parce que ce sont des films qui sont très utilisés par les masculinistes. Et je vous prie de croire que dans les montages masculins sur Internet, ils s'en foutent complètement du roman, etc. En fait, ils s'arrêtent à la représentation et c'est ça qui fait des ravages. Et justement, je suis monté en boucle sur le discours que je suis en train de prononcer pour leur expliquer pourquoi Tyler est une merde. Et ils veulent pas comprendre. Je leur dis, mais lisez le roman et lisez la suite. En fait, mais un masculin, ça lit pas beaucoup. Mais c'est bien, il faut continuer. L'auteur du roman s'est senti obligé d'écrire une BD pour préciser justement le personnage de Tyler Durden et ses intentions. Et montrer à quel point il est nocif, négatif, tout ce que vous voulez, quoi. On note ça. Donc, voilà. Et par contre, on va retourner à Clapiche avec le deuxième extrait. Et on terminera le chapitre Clapiche après ça. Ah, la gênance à la fin. Il joue trop bien Romain Duris quand même. Bon. Tu voulais introduire l'extrait aussi, là, non? Ah non. Non, je voulais quand même dire que depuis Cédric Lapiche, aujourd'hui s'entoure de scénaristes femmes, de personnes queer pour écrire. Notamment, tu en parles aussi dans le bouquin de sa série, Salade grecque, dans laquelle il aborde les violences sexistes et sexuelles, notamment le viol conjugal. Ouais, complètement. Mais en fait, pour rebondir là précisément sur l'extrait, parce que je le cite en ouverture de chapitre, pour moi, en fait, cette mise en abîme-là, elle est vraiment au cœur de mon bouquin. C'est-à-dire que cette scène, là, évidemment, notre réaction quand même, on se dit, je sais pas, c'est abusé, surtout si des gens l'ont jamais vu et qu'on est jeune et qu'on découvre ça, on se dit, mais n'importe quoi, les années 2000. Mais c'est qu'en fait, pour moi, elle est hyper réaliste. C'est-à-dire que ce mec ou cette fille qui dit, je te jure, c'était trop bon. En fait, moi, je pense vraiment que quand j'étais plus jeune, j'ai eu des débriefs comme ça entre copines où j'ai dit c'était comme dans les films. Et ce que j'explique de la mise en abîme, parce que je parle d'autres films qui ont lieu au cinéma et qui nous montrent des choses qui se passent au cinéma. Donc par exemple Grease, dont tu veux pas parler, mais bon. Non, il y a une scène d'agression sexuelle au drive-in. Je parle de La Boum avec la fameuse scène du popcorn où c'est aussi une agression sexuelle. On en parlera plus tard, ouais. Et en fait, tout ça, ça crée un imaginaire de justement ce qui se passe au cinéma, donc à la fois dans la salle de cinéma et au cinéma, donc dans les films qu'on voit. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très fondateur en fait de mon bouquin. C'est parce qu'on a un personnage qui nous dit « Putain, je te jure, c'était trop bon, c'était comme dans les films », qui reproduit ce qu'il voit dans les films et qui nous dit « Regardez, c'est ça qui est romantique puisque c'est comme dans les films ». Et en fait, ça donne un peu le vertige. D'autant plus que ça, je l'ai laissé de côté, mais bon, déjà, c'est un peu hypocrite de sa part, après nous avoir dit toutes des salopes, de dire « Non, dis pas ça » à Xavier. Mais ce qui, moi, me fout d'autant plus les jetons,
c'est qu'à la fin, quand il dit « Putain, la prochaine fois, je vais dire « Tiens, suce, tiens, prends, grosse salope ». Mais en fait, ça, c'est ce qui se joue dans le porno. Pour le coup, je ne parle pas du porno dans Désirer la violence, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a quand même été biberonné à ces images-là où précisément les héros font ça. Et que c'est la même chose. On a intégré l'idée qu'il fallait reproduire ça et se mettre en scène comme ça pour plaire à notre partenaire. Donc moi, je trouve que cette scène, elle est infiniment réaliste, malheureusement. Le porno mainstream, je précise. Oui. Pas de réaction. On reste sur l'absence de consentement avec les baisers volés, les baisers volés. Alors là, c'est un boulevard qui se déroule. Blanche-Neige, La Belle au bois dormant et j'en passe. Tu cites la linguiste spécialisée en sexologie Aurore Vincenti. Je voulais... Vincenti. La culture du baiser volé convoque une image qui a été poétisée. Et je voulais lancer le prochain extrait qui est un extrait d'un animé. Je préfère pas trop dire avant et ensuite on... La bombe lacrymo à ça de ses yeux et après qu'il tombe et après le mouvement vers le ciel, j'adore. C'est tellement comment elle dit Vincenti, poétiser le baiser volé. Bon, Aurore parle pas de Ratatouille. Hein. C'est pas elle. Ouais, non, mais c'est moi qui ai ramené Ratatouille. Mais en fait, pourquoi j'ai proposé d'ailleurs qu'on joue Ratatouille ce soir? Parce que l'un des arguments que j'entends le plus quand je parle de Blanche-Neige, évidemment, c'est mais c'était il y a 1 million d'années. On ne fait plus ça. Ouais, Ratatouille, c'est 2007. Oui, alors c'était quand même il y a 1 million d'années. Mais pour moi, c'était hier. C'était l'année du bac. Non, mais quand même, Ratatouille, en plus, c'est un Pixar qui a vraiment la cote mondialement, parce que ça se passe à Paris, et que c'est vraiment la meilleure ville après Lyon. Merci. Et en fait, là, on est arrivé, vraiment quand il l'embrasse, mais la construction de cette scène montre vraiment, déjà dans le film, Colette, donc le seul personnage féminin du film, elle aime pas Alfredo. Vraiment, il la saoule pour le coup. Et dans cette scène-là, donc il y a Rémi qui lui tire les cheveux, là, qui essaye de le commander. Alfredo, il fait flipper Colette parce qu'en fait, il essaye de lui avouer ses sentiments, mais il raconte n'importe quoi. Il a l'air complètement zinzin. Et on la voit vraiment qui sort son spray au poivre et qui se protège, quoi. Et jusqu'au bout, comme tu l'as dit, il est à ça. Et là, pour le coup, quand c'est on sait bien que Pixar, ils essayent de nous faire plaisir aussi à nous en tant qu'adultes, mais mine de rien, ces dessins animés-là, Disney Pixar, c'est à destination des enfants. Qu'est-ce qu'on essaye de nous inculquer quand on nous montre une héroïne avec une bombe lacrymo, quoi, qui finit par la lâcher et où les violons démarrent? Pour moi, ça, c'est une représentation qui est grave. Parce que dans ce film-là, et parce que à destination des petits, parce qu'in fine, ça nous dit, vous voyez, elle s'est inquiétée pour rien. Elle aime ça, finalement. Heureusement qu'il l'embrasse sans lui demander. Mais en fait, pendant 10 minutes avant, elle flippe. Pour moi, c'était intéressant de mettre la scène de clapiche du baiser au tout début, enfin même de l'agression, et cette scène-là, parce qu'au final, je trouve que c'est quasiment les mêmes, sauf pour un public différent, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. Non, mais c'est sûr. Moi, à mes yeux, cette scène-là est plus grave encore que celle de l'auberge espagnole. Parce que oui, mine de rien, avec toute l'ambiguïté qui se cache derrière, Anne-Cécile, dans l'auberge espagnole, elle désire Xavier, malgré tout. Là, vraiment, Colette, de base, elle peut pas le piffrer. Et Anne-Cécile, elle a rien pour se défendre. Là, en termes vraiment de représentation, ils sont allés loin, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on peut vraiment faire l'économie de la bombe lacrymogène dans la scène. Elle aurait été quand même problématique, mais en fait, pourquoi nous avoir mis cette bombe lacrymo? Parce que j'interroge évidemment plusieurs références, Disney, Pixar. J'explique que la culture du viol, c'est vraiment quelque chose qui se construit. Et donc, notamment pour passer très très vite sur Blanche-Neige, dans le conte d'origine, elle n'est pas délivrée par le baiser d'un prince. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se construit ensuite en studio. Et derrière ces films-là, ce sont des hommes. Voilà. Il y a une question... pardon. Vas-y, pardon, il y a le micro juste là et ensuite... Désolée, je fais de la rétention. Je trouve que c'était vachement bien de mettre les 2 extraits, justement, merci. très proches.
Voilà. On se connaît, je pourrais le taper après. Bref. Pas de violence. Moi, ce qui m'a choquée et que je n'avais jamais percuté, en fait, c'est la musique. On sort les violons, on sort la grande musique au moment du baiser, et c'est comme si c'était, on disait aux femmes que le but de toute relation, c'est d'arriver là. Et du coup, non seulement on est conditionné à attendre toujours plus, à mettre la barre plus haut, alors que non, c'est un film, mais en plus, c'est encore une fois, c'est érotiser une violence. Si on nous fait ça, moi, avant de lire plein de trucs féministes, jamais j'aurais pensé que c'était de la violence. Donc déjà, merci pour ça. Et juste, pardon Chloé, tu voulais... Je rebondis juste sur la musique, parce que tu fais très bien de le souligner, parce que dans l'extrait de Clapiche, tu as Chopin, et en fait, on est quand même en train de regarder une agression, mais ça a l'air... on est au parc Güell, à Barcelone, une petite valse de Chopin, mais voilà, elle se fait agresser, quoi. En fait, tous les exemples qui vont vous venir en tête, si vous les revoyez, il y a toujours une petite musique qui va bien. C'est la base. Excuse-moi. Vous faites pas un moment... j'ai une mémoire de merde. Mais un rapprochement avec un... Ou alors c'est ce que j'ai vu dans l'actualité, ce qui serait encore plus hardcore. Mais d'un... J'arrive pas à le dire, mais qu'il y a un ministre ou quelqu'un dans les sphères qui disait Adrien Quatennens. Mais c'est pour la gifle. Ah non, c'est la gifle, autant pour moi. On en parlera plus tard. Non, mais l'entraîneur de foot. Non, mais qui disait en gros, ça ferait, un viol, il serait. Ah oui, pardon. C'est pour les. Charles Consigny, la musique dans les garages, dans les garages, dans les. Les 4 saisons de Vivaldi. Ouais, voilà. Un viol serait mieux en musique. Voilà ce qu'il a dit. Ouais. Il n'a pas dit ça. Ça, c'était il y a 10 jours sur les grosses têtes sur le plateau de RMC. Oui, voilà, les grosses têtes. Il parlait, mais en fait, c'est extrême. Moi, j'y ai pensé par rapport à mon livre. Bon, il est déjà publié, donc je peux pas le ramener. Si cette actu avait existé à l'époque de l'écriture de mon livre, j'en aurais parlé parce que c'est la conséquence absolue de ça. C'est-à-dire que l'actualité, au cas où vous ne l'aviez pas suivi, c'était la question de rendre les parkings plus rassurants pour les femmes en créant des places spéciales, etc., plus proches des escaliers et des ascenseurs. Et donc, il disait qu'il y avait aussi des musiques qui avaient été mises. Et donc, l'un des journalistes dit « Ah oui, les 4 saisons de Vivaldi ». Et Charles Consigny dit « Ça ferait un viol plus agréable ». Non, pas plus agréable, moins désagréable. Moins déplaisant. C'est déplaisant, le mot. En effet. Merci. Tous ces cerveaux réunis pour sortir la citation. C'est-à-dire on aimerait bien les oublier, quoi, ce genre de phrases. Mais donc voilà, c'est dire à quel point les petits violons imprègnent en fait nos imaginaires sur ces questions-là. Et donc, moi, je cite James Bond, je cite Indiana Jones, je cite Star Wars, je cite Le Diable s'habille en Prada dans un autre registre. Tous ces baisers forcés qu'on a vus à l'écran, il y a toujours une musique romantique qui se lance à ce moment-là. Toujours. Et c'est de l'association d'idées, c'est très simple. C'est vraiment de la neuroscience. Dans le bouquin, je fais intervenir plusieurs fois une docteure en neurosciences. C'est des connexions logiques qui se font depuis qu'on est tout petit. Si on nous met une musique agréable, eh bien, ça signifie que ce qui se passe, c'est agréable. Notre cerveau le traite comme ça. On récupère peut-être le micro. Et quand même... De temps en temps, ça se passe bien et on avait envie de montrer un petit extrait un peu plus rassurant sur la production d'animé. Si, ça se passe en 2001. On avait envie de passer un petit extrait de Shrek parce que Shrek en 2001. Ludique. Conclure dans la précipitation. Je ne suis pas émotionnellement prêt à m'embarquer dans une passion torride. Ah oui, c'est le mot que je cherchais, passion torride. Ah, Patouche, je comprends que tu sois tout feu tout flamme. Tu m'écoutes? Une relation épanouie ne se conçoit que dans un consentement mutuel, c'est bien d'accord. C'est important d'apprendre à se connaître, d'être amis. On pourrait peut-être commencer par s'envoyer des emails. C'est vrai que je suis sur vos pieds en ce moment, mais je vais vous envoyer ça. C'est ma cour, ça. C'est ma cour à moi, c'est ma cour.
Voilà, c'était pour le fun. On est en 2001 quand même, c'est fou quoi. Bah non, mais en fait, comme je m'attendais pas à celui-ci, cool, j'avais oublié ce dialogue consentement. Bah ouais, j'adore. Franchement, en boucle. Bah en fait, là, c'était vraiment de la pure propagande pro-Shrek. Parce que quand on préparait ça, je disais... l'autre scène, moi, que je cite, c'est vraiment, en fait, chez DreamWorks, ils sont amusés à détourner, évidemment, le cliché de la princesse endormie. Donc, après avoir démonté Blanche-Neige et tout, dans mon livre, j'explique ça. Et les dialogues, ils sont vraiment savoureux parce que Fiona, évidemment, elle dort pas du tout. Elle est réveillée, elle s'emmerde à fond. Et quand elle sent que le prince, il arrive, elle se remet en position, elle a les lèvres tendues. Et vraiment, Shrek, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? On n'a pas le temps, je vais pas t'embrasser et tout, ça n'a pas de sens. » Et je trouve que ça, c'était vraiment, vraiment trop chouette. Enfin, c'est une grande réussite. Donc voilà, faites montrer Shrek à vos enfants. Ouais, carrément. C'est le moment dont tu parles, c'est le moment qui est juste avant ce passage-là. Ouais. Mais après, ça faisait un énorme passage, bref. Oui. Mais là, en plus, le double sens ma queue. Ouais, j'adore. Trop drôle. C'est vraiment drôle. Toujours dans les scènes dites drôles, direction La Boum en 1980. On va bien se marrer. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Hilarant. Alors, je dois t'avouer que je l'avais plus en tête cette scène et à la lecture du livre, j'ai vraiment été soulagée parce que La Boum, forcément, c'était un de mes classiques quand j'étais plus jeune. Et j'ai toujours tiqué sur cette scène et été mal à l'aise. Et je me souviens trop de personnes avec qui j'ai pu regarder ce film qui étaient morts de rire quoi, face à cette scène. Et voilà. Et en fait, j'avais pas repensé à cette scène, mais maintenant, tu m'as mis sous les yeux. Donc, j'ai bien mis le doigt sur... plutôt la bite, du coup, sur ce qui allait pas, quoi. Le popcorn. Voilà. Une réaction, non. Ce qui est compliqué, c'est que moi justement, elle me faisait beaucoup rire, cette scène. Et pendant assez longtemps, j'ai dit moi-même au ciné, quand j'avais des rencarts ou quoi, surtout au collège, quoi, des gens avec qui j'avais pu voir le film, je disais, tu me fais pas le coup du popcorn, hein. En fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai emmené avec moi et que j'avais vraiment en tête. Et de la même façon, vous savez, la célèbre technique de pour mettre le bras autour, ce qui se passe dans Grease, désolée encore une fois, et où il en profite pour lui choper le sein, donc on est encore sur une agression sexuelle. En fait, tout ça, moi, c'est ce que je décortique en disant que ça a construit mon imaginaire, encore une fois, de ce qui peut se passer au cinéma. Et ça a voyagé parce qu'il y a un film américain qui s'appelle Diner, où là, c'est des adultes, et le mec reproduit ça, et ça va encore plus loin parce que là, il y a une scène... Ici, ça s'arrête à « salaud » à l'ancienne. Dans le film américain, il va la retrouver aux toilettes et le gars lui dit carrément « mais j'ai pas fait exprès ». Le trou s'est fait tout seul. Et... bref, ça n'a ni queue ni tête. Mais donc, c'est vraiment quelque chose qui est culte. C'est quand même une scène culte. Moi, quand je dis la scène du popcorn de La Boum autour de moi, franchement, il y a plusieurs générations qui l'ont. Et il y a quelque chose qui revient souvent par rapport à mon sujet, où on me dit ouais, mais du coup, comment on fait pour avoir l'espèce de radar de est-ce qu'on peut encore rire d'une scène, est-ce que c'est plus drôle. Bon, moi déjà je réponds qu'évidemment je suis pas la police des mœurs, hein, c'est pas à moi de vous dire riez ou ne riez pas, mais l'exercice tout simple que je propose, c'est imaginez juste que votre pote vous raconte samedi je suis allée au ciné avec Francis. Bon, il est né en 80 du coup. On avait pris des pop-corn et à un moment, putain, ça bite quoi. Bon, voilà, franchement, je pense pas que vous allez rire. Je pense que vous allez dire, mais Francis, il est fada. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un agresseur sexuel. En fait, ça fait pas de doute. Il y a énormément de scènes comme ça où si on fait juste l'effort de les transposer à la vraie vie, on n'hésite pas une seconde. C'est effrayant, c'est traumatisant. Et là, ce qui est franchement dur à regarder, c'est que c'est des petits, quoi. Ils sont au collège et ils sont tous complices. Je trouve que la scène, vraiment, quand tu enlèves le caractère comique, quoi, moi, elle me fait vraiment plus rire. Elle est terrifiante. C'est des agresseurs organisés, quoi. Oui. Alors, attends. Le micro, il est où ? Ah, il y en a un autre là. Ah, mais c'est bon. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'on peut
peut-être rire parce que le rire est spontané, on le maîtrise pas, mais avoir une réflexion critique juste derrière, enfin vraiment dans la seconde, quoi, en se disant bon bah j'y ris mais c'est vraiment pas drôle, c'est dramatique ce qui se passe. Je dis ça parce que moi c'est un peu ce qui m'arrive et en fait je peux pas maîtriser mon rire parce que j'ai grandi dans tout ça et donc l'humour c'est aussi culturel, donc ça me fait rire même si je suis pas d'accord et que je cautionne pas. Mais donc, je mesurerais un petit peu l'idée qu'il faut arrêter de rire parce qu'on ne peut pas forcer les gens à retenir leur rire. Du moment qu'après, ils ont une réflexion critique par rapport à ce qui vient de se passer, je pense, peut-être. Mais de toute façon, ce que vous dites, c'est hyper important dans le sens où rire, ça ne veut pas dire qu'on trouve ça très drôle. Il y a une palette de rire. Là, on a entendu des ricanements. Moi, quand je dis qu'elle ne me fait plus rire, c'est parce que je l'ai beaucoup analysée, je l'ai beaucoup vue, cette scène. Donc là, alors qu'il est vraiment, elle ne me fait plus rire. C'est plus qu'elle est blasée qu'autre chose. Saoulée, on vous avait prévenu. Ce que j'avais entendu qui m'avait pas mal marqué et qui rebondit vraiment là-dessus, c'est la première pensée qu'on a, c'est la personne qu'on nous a appris à être, et la deuxième, c'est la personne qu'on est vraiment et qu'on a grandi individuellement pour devenir. Donc même si la première pensée, ça peut être je sais pas, grossophobe ou sexiste, si derrière on se corrige dans nos têtes et que dans nos actions, on n'est pas grossophobe ou sexiste, en fin de compte, c'est le principal. Merci beaucoup. C'est hyper intéressant. Et justement, je trouve que c'est très lié c'est plus qu'un débat, au bouleversement actuel qui se joue avec l'affaire de Gisèle et Dominique Pellicot, dans le sens où, pour moi, c'est tout l'effet de Boys Club, où on rit parce qu'on est censé rire devant cette scène. Et en fait, c'est là qu'elle opère la mise en abîme. C'est que là, dans cette scène-là, tous ses camarades rient. Alors que si on transpose, imaginons au collège, je pense que toutes et tous, on a parfois été témoins de choses pas cool. Est-ce qu'on avait la force intérieure pour dire non, ça, c'est pas drôle, les gars, ne lui faites pas ça? Non, pas forcément. Et c'est pour ça que, pareil, la question que je me suis posée et que j'ai posée d'ailleurs à Cédric Lapiche, et donc si on devait refaire La Boum, là, admettons, en 2024, on fait un remake. On en fait quoi de cette scène? Parce qu'elle est culte. On l'enlève ou quoi? Moi, je trouve que si on décide de la garder, pourquoi pas, au moins, on se rajoute un personnage, mec, ce serait bien, qui dit « Mais les gars, c'est pas drôle du tout. » Non, mais ça... en fait, là, pour le coup, qui fait la police, quoi. Qui dit « Mais moi, ça me fait pas rire. Vous êtes des gros nazes de faire ça. » Et peut-être que les autres filles, d'ailleurs, par solidarité, elles vont dire « Non, mais bande de losers, allez, on se casse. » Allez vous branler tout seul dans votre chambre. En fait, voilà, c'est juste parce que moi, ça, on l'a pas dit, mais moi, je suis pas du tout pro-cancel culture. On en parlera plus tard. Voilà. Mais, oui, vas-y. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait de cette scène? Je pense qu'on peut toujours la représenter parce que des conneries de gamins, ça existe. On en fait toutes et tous, mais tous surtout, à cet âge-là. Des trucs de gros lourds, quoi. Donc, faut le montrer. Je veux dire, l'adolescence, faut la représenter à l'écran. Mais au moins qu'il y ait des tierces personnes qui nous expliquent que c'est pas drôle. Ouais, amener une réflexion. C'est le gars qui va faire ça en public, mais en privé, entre mecs, ce sera le pire des enfoirés. Révélation. Dans le livre, je parle des faux nice guys. Maintenant, pour voir quand même la société... Désolée, c'est pas pour faire la star, j'ai vraiment super chaud. Je me prends pas pour Maria Callas. Assume. On en parlera après des nice guys et tout là-dedans. Ouais. Non, mais c'est quand même, ça me tient à cœur. J'aime à croire et franchement, je le vois quand même de mes propres yeux auprès d'ados garçons que j'ai autour de moi. Non, je pense qu'il se passe quand même un truc. Je pense qu'être celui qui harcèle et qui fait du mal, c'est de moins en moins cool aujourd'hui. Il se passe quand même un vrai truc sur le harcèlement chez les jeunes. Ouais, c'est work in progress. Hein. En tout cas, la réflexion est menée et la prévention se joue aussi de plus en plus. On va terminer ce petit chapitre de ceux qui nous amusent, parce que là, on a beaucoup ri quand même, je trouve. Mais on va quand même terminer par une dernière scène très, très drôle. Un passage de N'oublie jamais, en anglais The Notebook,
qui date de 2004. Et ce passage est intitulé sur YouTube « Coup de foudre ». Alors, The Notebook, t'en parles pas mal aussi dans ton livre. Là, l'extrait dont tu parles dans le livre, il est beaucoup plus long. Là, on n'a passé que la fin. Peut-être qu'on peut revenir sur le début, le début de cet extrait et puis ensuite le regard que tu portes sur ce passage. Moi, juste immédiatement, vu qu'on vient de voir ça, ce que je rappelle, c'est que le consentement ne doit pas avoir lieu, ne doit pas être obtenu sous la contrainte, surprise ou menace. Bon, il y a les trois. C'est vraiment les trois. Et donc en fait, moi je trouve que ça peut être. Est-ce que quelqu'un trouve que cette scène est romantique là quand on la voit ? Évidemment, vous avez le droit de lever la main. Hein. Là, quand on la revoit à froid. Moi, ça a été 2004, donc vous aurez compris, je me suis construite dans les années 2000. 2004, c'était mon film romantique par excellence et celui de toutes mes amies IES et de ma mère. Enfin, vraiment, on adorait ce film. Et c'est-à-dire qu'à l'époque, moi, j'espérais que ça m'arrive, cette rencontre à la fête foraine. Donc là, en effet, on voit à la fin, mais donc, en gros, dès le début de la fête foraine, Ryan Gosling, Noah, bloque sur Ali. Il la trouve trop belle, il la suit pendant tout son parcours, alors qu'elle, en plus, elle est en date. Elle est en date. Et elle lui dit non, et elle n'arrête pas de lui dire non. Et quand il lui dit « mais pourquoi ?» Elle dit « mais parce que j'ai pas envie. » En fait, ça ne peut pas être exprimé plus clairement que ça. Pour autant, ça fonctionne. Là, je vous spoil. Ils finissent ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Je vous spoil vraiment, si jamais. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette scène-là ? Encore une fois, même exercice que la boum. Bon, déjà, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais imaginons une seconde, je panique grave, en fait, que le mec meure. Ça m'angoisse. Et ce qui est embêtant dans l'écriture de la scène, c'est qu'on a l'impression qu'ils finissent ex aequo, puisque, entre guillemets, elle se venge de lui en montrant son calbut. Bon, moi, j'aurais tout baissé, au moins qu'il ait le cul à l'air. Je me suis toujours dit que la scène était mal écrite, enfin, qu'ils n'allaient pas jusqu'au bout. Mais en plus... À quel moment, je t'ai bien eu, je t'ai humilié. Mais en fait, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Il s'est humilié tout seul. C'est-à-dire qu'il fait du chantage au suicide. C'est un serial harceleur de fête foraine. Il n'avait pas besoin qu'on voie son caleçon pour qu'on comprenne le point, quoi. T'es humiliant, t'es super gênant. Et donc là, en fait, il y a non seulement cet exercice de si ça arrive avec Francis, qu'est-ce qu'on en fait ? Même si je pense que Francis, il n'a plus la force physique du coup pour grimper en haut de la roue. Et deuxième chose, si juste c'était pas Ryan Gosling. Voilà. En fait, ça veut... J'ai reçu beaucoup parce qu'il y a une vidéo que j'avais tournée sur N'oublie jamais qui vient de sortir et j'ai eu beaucoup de messages sur « Ah oui, donc c'est OK si c'est Ryan Gosling ?» Ben non, c'est absolument pas mon argument. Mais c'est justement pour dire à quel point on nous prend pour des jambons. C'est la stratégie du trompe-l'œil, c'est-à-dire que parce que c'est Ryan Gosling, on nous fait accepter ces comportements-là. Mais c'est juste pour essayer de le déconstruire. L'exercice que moi j'ai fait sur toute ma filmographie de travail. Si on me met pas John Travolta dans ses heures de gloire, Harrison Ford, enfin tous ces gars-là, est-ce que je trouverais la scène romantique ? Absolument pas. Et si en plus on enlève les violons dont on s'est parlé, si la colorimétrie elle change, qu'on n'est plus dans des tons chauds, mais que c'est un peu du noir et blanc, qui ressemble plus à Shrek qu'à Ryan, et que les violons ils sont stridents, la scène de la grande roue, c'est un thriller complet. Pas de réaction. Alors, donc ceux qui nous amusent, on a terminé. On passe ensuite au chapitre ceux qui nous manipulent. Et tu parles notamment du syndrome Chuck Bass. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le syndrome Chuck Bass ? Qui connaît Chuck Bass ? Pas personnellement. Hein. Bande de vénardes. Non, je rigole. Ah ouais, ok. Bon, c'est l'un des héros principaux de la série Gossip Girl, qui se passe... parmi la jeunesse dorée de Manhattan, à New York, ils sont tous très riches. Voilà. Mais évidemment, on nous fait croire qu'ils sont au lycée alors qu'ils ont 30 piges, les acteurs. Non, peut-être pas 30, mais bon.
Peu importe. Et donc, Chuck Bass, en gros, ça a été mon fantasme de jeune adulte, celui aussi de toutes les filles de mon entourage, alors que dès l'épisode 1 de la saison 1 de cette série, il essaye de violer plusieurs héroïnes. Et que c'est vraiment un mec violent et pas chouette du tout, même avec ses amis, avec tout le monde, il est affreux. C'est plus qu'un bad boy, c'est vraiment un salopard, quoi. Donc moi, je parle du syndrome Chuck Bass parce que c'était mon meilleur / pire exemple, mais on peut l'appeler le syndrome Daniel Cleaver dans Bridget Jones, Darcy chez Jane Austen. En fait, c'est vraiment juste ce personnage de mec imbuvable et pourquoi pas toxique et pourquoi pas violent qu'on a érotisé à fond. Mais pas non plus parce qu'on est toutes de grandes masos, parce que toutes les ficelles scénaristiques font en sorte qu'on s'attache à ce personnage-là. Pourquoi ? En créant en face donc, du syndrome Chuck Bass, on ne le crée pas, mais en faisant répondre ce syndrome-là, en faisant communiquer, pas répondre, j'arrive pas à faire ma phrase. Le syndrome de la sauveuse, c'est ça que je veux dire. Ça vient agiter en fait notre syndrome de la sauveuse, qui est quelque chose de très très répandu chez les femmes, de se dire que nous, on va avoir la force de changer cet homme-là qui est un petit animal blessé. Et en fait, dans tous les exemples que je viens de citer et tant d'autres, on a toujours une héroïne qui finit par se mettre avec lui et qui arrive à faire changer ce type-là et qui le rend un mari docile et qui lui fait des enfants, etc. C'est ce qui se passe dans Gossip Girl. Sauf qu'en gros, il y a beaucoup de saisons et c'est tortueux. Et donc moi, ce que j'explique à travers ces personnages, et notamment celui-ci, c'est que pour moi, ça m'a vraiment fait accepter plus tard des violences conjugales, parce qu'on m'a tellement appris en fait que si ces personnages se comportent très mal, puisqu'après ils redoublent d'efforts pour avoir les faveurs de l'héroïne et que in fine ils changent, et bien ça valait le coup de persévérer. Et c'est le fameux cycle des violences qui est raconté par les sociologues dans les schémas, quoi. En fait, la série Gossip Girl, mais encore une fois, c'est ma référence. On en a toutes et tous d'autres, surtout dans les séries. Il y a Beverly Hills, souvent, on me dit ça aussi. Toutes les séries comme ça pour ados, un peu drama. C'est exactement ce que ça reproduit, c'est-à-dire des phases de conquête, puis un éclatement de la violence qui est de plus en plus fort, avec des choses qui sont de plus en plus graves, notamment à un moment, il la troque contre un hôtel. Voilà, ils sont riches, je vous avais dit. Mais sauf qu'après, il revient, il a fait le tour du monde pour lui acheter ses macarons préférés à Paris, ses gants en cuir à Milan, je sais pas quoi. Et en fait, on est là, oh. Et puis après, ce qui est aussi qui se joue dans le scénario, c'est qu'ils font toujours dans 50 nuances degrés, c'est vraiment la même chose, par exemple. On fait en sorte d'expliquer pourquoi est-ce que ce mec est méchant. Donc souvent, sa mère ne lui a pas dit « je t'aime », son père est absent. C'est ce genre de choses psychanalytiques un peu de base. Mais donc, scénaristiquement, ils en font vraiment des petits animaux blessés. Oui, on minimise et on pardonne par rapport au passé on justifie, du mec violent. Mais en fait, c'est complètement lié à la culture du viol et en tout cas la culture des violences faites aux femmes. C'est-à-dire que c'est toutes les représentations qui participent à la justification, la minimisation, la romantisation, l'érotisation des comportements violents masculins. Donc tout est lié. En fait, c'est le propos de mon livre, mais là, même à travers tous ces extraits, en fait, c'est vraiment une culture de la violence faite aux femmes. Alors, je voulais lire un petit passage de ton livre, justement, qui vient en réponse au syndrome. Alors qu'il aurait été possible depuis des décennies de nous mettre en garde contre ce modèle dangereux, de nous expliquer que non, l'amour n'est pas censé faire mal, la société entière a joué le jeu de l'aveuglement. C'est ainsi qu'en 2 clics, dans un moteur de recherche, nous tombons sur des articles intitulés « 15 bad boys qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer »,« 12 bad boys de série avec qui on aurait bien aimé passer la soirée », ou encore « 20 gentilles filles de série qui ont craqué pour le bad boy ». Dans l'article « Pourquoi les bad boys nous font-ils craquer ?» du magazine féminin parisien Trendies le Mag, la réponse est carrément parce que les bad boys sont finalement des garçons gentils. C'est dire à quel point ces 2 croyances, les femmes aiment les bad boys et les bad boys ne sont pas de mauvais bougres, sont bien instaurées dans l'imaginaire collectif. C'est bien dit, hein. Je sais pas qui a écrit ça.
Et du coup, dans ce même chapitre, je ne sais pas s'il y a des fans de Friends dans la salle, mais en tout cas, tu écris, tu écris pas mal de pages sur Friends et on découvre, si on ne l'avait pas encore analysé, que Ross est un énorme psychopathe. Alors, pas tant que ça, honnêtement. Tu l'écris, hein. Je consacre pas tant de pages que ça à Friends, parce que pour moi, c'est quand même pas le pire. Enfin, c'est-à-dire qu'à l'échelle de mon livre, Friends, c'est pas celui qui me soucie le plus. Et Ross est en réalité un énorme psychopathe, c'est entre guillemets, parce que c'est pas moi qui le dis, je cite un article, parce que je trouve que psychopathe, le terme est fort. Ah, pardon. Parce que voilà, la psychopathie, c'est quand même une vraie chose. Excusez-moi, alors, en plus j'ai chaud et le fait de parler, je fais des phrases de moins en moins intelligibles. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est une scène précisément dans Friends, mais je sais pas si on a le temps, si tu veux que je... Parce que là, vraiment, moi, dans Désirer la violence, c'est pas... seulement, le sexisme, c'est grave, mais c'est pas juste dire « Oh, c'est sexiste, hein, quand même, le cinéma et les séries ». Je suis vraiment allée chercher des exemples où on parle de violence sexuelle, d'agression sexuelle et de choses qui sont caractérisées. Et en l'occurrence, dans Friends, c'est lorsque Ross raconte son premier baiser avec Rachel et qu'il explique que c'était à une soirée étudiante et que Rachel était allée se reposer dans une chambre dans le noir parce qu'elle se sentait pas bien, sans doute parce qu'elle avait trop bu, et que lui, tout nice guy qu'il est, c'est trop gentil. Donc tout nice guy, je me rappelle, tout nice guy qu'il est, il va justement voir comment se porte Rachel dans cette chambre dans laquelle il fait noir, et malencontreusement, voulant lui faire un baiser sur le front, il tombe sur ses lèvres. Oh. Oups. Parce qu'en plus, elle était sous une pile de manteaux, donc il n'a pas trop vu où elle était. Et en gros, il raconte ça à la bande et il capte que c'était pas Rachel, c'était Monica, que c'était pas des manteaux, c'était Monica parce qu'à l'époque, elle était grosse, trop drôle, parce que c'est grossophobe avec un peu d'inceste, puisque finalement, il se rend compte qu'il n'a pas embrassé Rachel ce soir-là, mais sa propre sœur Monica. Donc bon, ça c'était juste pour le contexte ils ont fait vraiment un combo de choses problématiques, mais c'est juste que si on s'arrête une seconde sur ce premier baiser, en tout cas fantasmé avec Rachel, elle était dans un état second parce qu'elle avait trop bu, elle était endormie, elle était dans le noir. Donc voilà, ça va pas du tout. Mais sauf que cette scène-là, en plus, chez les Américains, il y a les rires enregistrés, donc là on peut pas faire plus que de nous dire riez, c'est rigolo. Cette scène-là, elle est vraiment tournée comme étant une scène humoristique, alors que franchement, rien n'est drôle. Et en plus, c'est une bataille, et ça on le retrouve beaucoup dans Friends, d'ego masculin, surtout avec Ross, où c'est quoi, mais du coup, c'est pas moi qui ai embrassé Rachel le premier, non mais là, je suis trop vénère. Donc voilà, pas fou en termes de représentation du consentement sur cette scène-là. Pas fou. De toute façon, c'était une citation et c'est pas un, c'est pas un une terme citation. que mais tu justement emploies. ce que je disais sur N'oublie jamais, pour Ross et pour Friends, il y a plusieurs vidéos. Il y en a une que je cite précisément sur la scène du sandwich. Pour les fans de Friends, celui où il s'énerve parce que quelqu'un a mangé son sandwich, où là, ils ont tout changé au climat de la scène et notamment la musique, etc. Et on voit qu'il fait vachement flipper. Et il y a plusieurs montages comme ça avec Friends, où c'est très, très, très pertinent, en fait. Alors, on va passer au chapitre qui suit, qui s'appelle « Ceux qui nous tuent ». Et ce chapitre, tu le commences par la gifle. Et je voulais lire un tout petit passage et ensuite, on va regarder un extrait. La meilleure méthode pour calmer les filles, les gifles. Depuis l'invention du cinéma, des centaines d'héroïnes ont été corrigées sous nos yeux. Sur l'un des sites de référence pour les cinéphiles, Sens Critique, une liste ironique de 134 films créés il y a plus de 12 ans s'intitule « La meilleure méthode pour calmer les filles, les gifles ». Et on va passer le prochain extrait, qui est une petite compile sympathique. Oh, Jesus Christ. Oh, I'm so happy for them. I don't know. Still knows how to scratch. Where's the girl? I don't know.
Oui, alors je parlais des gifles infligées aux filles, mais là c'est vrai que l'extrait, c'est des gifles en tout genre. Et c'est vrai que tu parles beaucoup de ça, des gifles, des filles qui reçoivent des gifles, les filles qui donnent des gifles. Tu t'en parles pas mal. Les gifles. Les gifles. Déjà, si vous aimez l'ASMR gifle, sachez qu'il y a vraiment des heures de gifles à regarder sur YouTube. C'est un délire, il y a énormément de compilations. Moi, ce qui m'intéresse avec ce chapitre, justement, et je devance, de toute façon, à chaque fois les détracteurs, les détracteurs, eux aussi, je les devance à renfort de Patronus. Pourquoi je disais ça pour les détracteurs ? Oui, parce que moi, dans ce bouquin, justement, il ne s'agit quand même pas que de dire « Oh, les hommes, ils sont méchants et nous, on est tout le temps les victimes ». Je pars justement de mon expérience personnelle, puisque je raconte qu'il y a quelques années seulement, j'ai giflé un homme qui s'était mal comporté avec moi, vraiment mal. Il jouait vraiment avec mon cœur, je vous prie de me croire. Il me prenait, il me rejetait, il me ghostait, il revenait. Et en fait, une fois, vraiment un bon 2 mois après m'avoir fait beaucoup de mal, il m'a supplié de lui redonner une chance. Je lui ai accordé. Et au moment où je me suis lancée pour l'embrasser, il m'a mis un vent, quoi. Et je l'ai super mal pris et je l'ai giflé. Et lui, il n'en revenait pas que je le gifle. Et je lui ai dit spontanément, ça va, je t'ai pas fait mal, c'était pas une grosse gifle. Et puis le temps a passé, j'ai jamais revu ce type. Au fur et à mesure du temps, moi je travaille sur ces questions-là. Il y a eu aussi donc l'affaire Adrien Quatennens dont on parlait tout à l'heure, la façon dont on minimise ce geste. Et en fait, je me suis interrogée sur ce qui s'était passé avec lui. Et là, pour le coup, je me suis dit, mais imagine en fait si là, il y a 3-4 ans, c'est lui qui t'avait giflé et qu'il t'avait dit ça va, je t'ai pas fait mal, c'était une giflounette. Mais en fait, j'aurais trouvé ça super grave. Et mes amies autour aussi, elles m'auraient dit c'est grave, tu gifles pas les gens, Chloé, même s'ils t'ont ghosté. Donc en fait, ma réflexion sur la gifle, elle est vraiment partie de là, en fait, de comment moi j'ai intériorisé cette violence. Et donc j'ai cherché la réponse. Et là, honnêtement, je l'ai vraiment trouvée dans les films. Pourquoi ? Parce que si je suis honnête, il y a 4 ans, 5 ans, c'était en 2019, 5 ans, quand j'ai giflé ce mec, je me suis trouvée cool. Sur le moment, enfin vraiment, en fait, cette scène-là de ma vie, j'avais ce truc de waouh, comme dans putain, c'était trop bon, c'était comme dans les films, de me dire bah voilà, tu t'es mal comporté avec moi, tiens, prends ça. Et ça, je l'ai vu mais des millions de fois dans les films. Donc en fait, la compilation, elle est intéressante parce que très souvent, les gifles, bon là on n'en a pas vu à ce stade-là du best-of, mais très souvent les gifles données par des femmes à des hommes sont érotisées, dans le sens où l'homme a fait du mal, elle le gifle, mais juste après, quand même, ils s'embrassent et où ils font l'amour. C'est très souvent le préliminaire d'une relation amoureuse. Quand c'est dans l'autre sens, par exemple, je cite Titanic, son infâme fiancé la arrose vers la fin du film qui dure 3 heures, mais bon, il la gifle fort. Il y a cette gifle en fait d'un fiancé / d'un mari à sa femme, elle est mais complètement banale. C'est-à-dire que moi j'ai grandi dans un monde où je me disais les maris donnent des gifles à leurs femmes si elles sont pas gentilles. Enfin, pour moi c'était complètement il les corrige. Et d'ailleurs tu c'est le droit de correction. Voilà, je voulais juste citer quand même. Je ne savais pas que j'ai vu la perche. Corrige. Je ne savais pas qu'existait le dictionnaire du fouet et de la fessée qui évoque d'ailleurs le droit de correction. Est-ce qu'ils l'ont à la librairie à soi? En tout cas, il est à la bibliothèque municipale à la Pardieu. Ah. Mais bon, j'ai fait tes recherches. Ouais, j'ai fait mes recherches, mais je ne l'ai pas feuilleté. On est bon sur la gifle? Ah, pardon. Bah non, ouais, je comptais continuer. Oui, voilà. Oh, vas-y. Donc, dans ce sens-là, c'est complètement banalisé. D'homme à homme, c'est le combat de coq, ça montre qu'on est viril. Et de femme à femme, ça c'est aussi une autre forme de violence que j'étudie dans le bouquin, c'est rendu comique. C'est-à-dire que, moi j'écris, les femmes ne se battent pas, elles se crêpent le chignon. C'est-à-dire que, voilà, en fait, soit c'est drôle parce qu'elles sont un peu ridicules, c'est un peu des claques du bout des doigts, soit là aussi elles sont érotiques. Et d'ailleurs, je recite Friends, il y a un épisode où Rachel se fight avec sa sœur et les garçons disent quelque chose comme « dommage qu'on n'ait pas de popcorn et qu'elle soit pas dans la boue, quoi ». Donc, en fait, la gifle permet de voir comment
selon le genre des personnages qui sont représentés et selon les relations qui se mettent en place, elle prend des connotations différentes. Mais tout ça, évidemment, nous imprègne. Et franchement, quand on voit des centaines de gifs depuis qu'on est tout petit, et même... Enfin là, me vient l'exemple des Simpsons, parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup reparlé. Les Simpsons, évidemment, c'est pour les adultes. Mais on a tous en tête Homer, quoi, qui prend Bart comme ça par le cou. En fait, toutes ces représentations, qu'on le veuille ou non, elles participent à minimiser ces actes-là. Donc après, quand ça ressort en politique, et je fais le parallèle dans mon bouquin avec l'affaire Quatennens, oui, quand là, cette année, l'année dernière, on te dit une gifle, c'est pas des violences conjugales, non, c'est très très grave, puisque au cas où on ait besoin de le dire, quand dans des relations conjugales, on en vient à la gifle, c'est pas du tout le début des violences, c'est que les violences sont déjà bien installées au sein du couple. Tu en viens à la pop culture du viol. Au bout d'un moment, c'est vrai que le viol fantasmé, Iris Bray en parle dans Le Regard féminin. Et j'en viens à parler de La fièvre du samedi soir, bien sûr. Pardon ? Je pensais qu'il y avait une boule à facettes qui allait descendre. Et Travolta qui arrive ? Non, merci. Et donc, je voulais lire un petit passage. Du coup, je ne sais pas si tout le monde a en tête ce film. Si vous ne l'avez pas en tête, ce n'est pas bien grave. Mais en fait, moi, je pose la question autrement quand je fais des interactions stand-up. Qu'est-ce que vous avez en tête quand on vous dit la fièvre du samedi soir ? Qu'est-ce qui vous vient une boule à facettes et les mots-clés. Vrai. Et les Bee Gees, c'est ça que tu voulais dire, Marion, peut-être ? La Corée ? Tu veux nous faire quelque part ? Ouais, la Corée est devant les chemises col pelle à tarte. Et toi, tu parles de bande de violeurs Bande de violeurs organisés, ça c'était pour avoir l'air jeune, c'est un jeu de mots. Oui. Ah oui, c'est ça, Avec en bande de violeurs organisés. C'est réussi. Excellent. Oui, excellent. Et je voulais quand même lire un petit passage là-dessus. John Travolta, il s'appelle Tony et voilà, il va faire la fête dans des boîtes de nuit et quel jour de la choper Saturday, samedi. Voilà. Une petite musique. Comment le personnage de Tony a pu rencontrer un tel succès ? Comment a-t-il pu être une source d'inspiration pour autant de pauvres tâches prépubères ? Comment une génération d'abrutis a pu accrocher avec adoration le poster d'un violeur sur les murs de leur chambre ? Comment, du début à la fin, tout se passe comme si Tony et ses copains ne faisaient rien de mal ? Voilà comment. Lorsqu'ils arrivent au nightclub, j'adore, le message du leader est clair. Faut que j'en saute une, ce soir, ça me démange. Celui qui en tombe une la passera aux autres. Celui qui en tombe 5 aura une médaille et le cul du pape. Soirée en bande de violeurs organisés. Dans la boîte, toutes les filles craquent pour Tony. Toutes veulent l'embrasser, beaucoup sont prêtes à coucher avec lui. En dehors de ses talents de danseur, qui ont mal vieilli, rien ne justifie un tel engouement. Son comportement est abject, mais son succès nous est imposé. Tony est un tombeur, les hommes veulent être comme lui, les femmes veulent être avec lui. Point. Petit commentaire ? Non, encore une fois, très très bien écrit, je trouve, ce passage. Je plaisante, franchement, j'espère que le second degré passe jusqu'à là-bas, parce que sinon, ça va être ma pire vidéo sur YouTube. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que moi, j'avais un très vague souvenir de ce film que j'aimais pas par rapport à Grease, mais c'était là les mots-clés en fait qu'on vient de dire. Je me disais, oui, c'est cool, les Bee Gees, quoi, et le satin et le disco. Quand on revoit ce film, en plus, là, il vient de repasser sur Arte, si jamais, on est terrifié, enfin vraiment plus que choqué, c'est-à-dire que du début à la fin, c'est extrêmement misogyne. Il y a vraiment beaucoup de violences sexistes et surtout plusieurs moments d'agression sexuelle et de viol, et un viol collectif. Parce que là, ce que tu dis, c'est un peu leur challenge au début de la soirée, mais in fine, dans le film, ils y arrivent, quoi. Et c'est pas du tout ce qu'on en retient dans l'imaginaire collectif. Il y a fort à parier, je lui souhaite pas, mais évidemment que quand John Travolta va décéder, on nous passe des extraits de lui sur le dance floor et tout le monde rangera définitivement ce film au rang de, pas chef-d'œuvre, mais film culte des années 70. Donc ça s'inscrit très profondément dans la culture du viol. Et moi, j'évoque même à ce moment-là le rapport de
à la culture du viol à la française. Bon, ça, c'est le titre du bouquin de Valérie Rey-Robert. Mais en tout cas, elle est vraiment présente, selon moi, dans les détails. C'est-à-dire que dans le film, bon, non seulement il se passe tout ça, Tony, il est pire qu'abject, mais à la fin, il va toquer, désolé pour le spoil, il va toquer chez celle qu'il aime, et elle lui ouvre la porte. Bon, ça, voilà, c'est l'impunité des viols dans la fiction, elle est totale. Elle lui ouvre la porte, mais elle lui fait la remarque « Ah bah tiens, c'est bien la première fois que j'accueille un sadique chez moi. » Ça, c'est la VF. Mais dans la VO, elle dit rapiste, donc elle dit violeur. Donc c'est-à-dire que dans le passage de la VO à la VF, il y a eu une perte quand même conséquente de sens, quoi. Et donc c'est là où j'explique très souvent que c'est insidieux. C'est comme dans Blanche-Neige, vous a-t-il volé un baiser ? J'explique que ça coûtait vraiment pas plus cher de bien manger, c'est une vieille blague, et de dire vous a-t-il donné un baiser ? C'est les nains qui ouais, je sais plus qui demande, ouais, je sais plus lequel. Elle raconte qu'elle a croisé le prince, elle est refaite, et chacun pose sa petite question, et donc il y en a un qui dit vous a-t-il volé un baiser ? Vous a-t-il donné un baiser ? Ça voulait dire la même chose. Enfin voilà, et c'était pas embêtant pour les enfants, quoi. Donc là c'est pareil, on passe de rapiste à sadique, et pour moi ça en dit long. Et surtout tout est bien qui finit bien. Tony, il a violé, agressé et rabaissé absolument tout le monde, mais à la fin ça va. Il est accueilli par l'élu de son cœur. Petite musique des Bee Gees qui va bien. Et d'ailleurs, boule à facettes qui descend. Ce qui est génial enfin c'est un peu méta, mais l'une des pires scènes d'agression, juste après, il lance la chanson des Bee Gees, More Than a Woman. Donc voilà, plus qu'une femme pour moi, t'es bien plus qu'une femme pour moi, alors que il vient d'agresser une femme. Je pense pas qu'ils aient fait exprès, évidemment, mais quand tu le regardes, tu te dis mais on nous prend vraiment pour des quiches. Et donc tu l'écris, si les États-Unis ont Tony et sa bande, la France a Jean-Claude et Pierrot, un petit peu moins reluisant au niveau des prénoms, mais dans les valseuses. Et c'est le prochain extrait. 1974. Excuse-nous, Marion, j'en ai pas très fleur bleue, mais... Et ben voilà. Ah, c'est ça ? Ah, c'était que ça ? Ah oui, bon, c'était un petit peu plus... Bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de voir ça plus longtemps. C'était déjà trop de Gérard Depardieu. C'était, ouais, je comprends. L'Aquarium a décidé de censurer Gérard Depardieu. Oh là là, attends, je fais n'importe quoi. Du coup, oui, non, il dit excuse-nous, on n'est pas trifleur-bœuf, mais tu prends jamais ton pied. Je ne sais pas, ça me dérange pas. Elles font comment les autres filles ? Ben, elles vivent, elles se débattent, elles font du bruit, elles remercient avec les yeux. Là, faut que tu mettes un peu de Gérard ouais, mais je sais pas faire. Je sais pas faire une grosse merde. Au premier rang, il a très envie de faire un karaoké valseuse. Non, on n'a pas le temps. Voilà. Les yeux, faut qu'ils soient hagards, faut qu'on voit le blanc. Et là, elle répond, vous avez qu'à m'apprendre. Et là, tu poursuis. Une femme que ça ne dérange pas d'être violée, des hommes qui attendent d'elle qu'elle se débatte. Savoir qu'une ou deux générations d'hommes ont grandi avec cette référence me glace d'effroi. C'est-à-dire que dans ce film-là, donc Miu Miu au milieu, c'est un personnage qu'ils kidnappent et dont ils font l'éducation sexuelle à travers le viol. Et donc déjà, non contents de la violer, ils se plaignent qu'elle soit inerte, quoi. Donc, ouais. Je sais pas, ils la troquent aussi à un moment donné au garagiste, là, quand ils vont faire réparer leur voiture. Ouais. Ils la mettent à dispo pour que le garagiste... Ils disent, oui, tu peux la prendre, elle, en échange de la caisse. Mais c'est ça du début à la fin. Ce film-là, oui, c'est en écho avec ce qui se passe, enfin, avec La fièvre du samedi soir, mais globalement, tout le cinéma des années 70 en France fait vraiment constamment l'apologie du viol. Dans Les valseuses, il y a aussi des scènes pédocriminelles parce que Pierrot... merde, c'est quoi Jean-Claude. Jean-Claude et Pierrot, il y a une scène dans une baraque où ils sentent des culottes de jeunes filles et ils essayent de deviner l'âge selon l'odeur de la culotte. Gérard Depardieu joue extrêmement bien ce rôle, tant et si bien que, en fait, quand on revoit Les valseuses aujourd'hui, en fait, on peine vraiment à séparer l'acteur de son personnage parce qu'on a l'impression qu'il joue strictement son propre rôle. Sachant que, tout ça, je l'explique dans le bouquin, mais qu'à cette époque-là, quand il est interviewé, l'acteur, il n'a aucun mal à dire qu'il a violé des filles. Après, en disant, mais bon, violer, c'est beaucoup dire. On leur passait dessus parce qu'elle voulait faire partie de la bande.
C'est ce genre d'interview qui date vraiment du début des années 80. C'est pas nouveau, quoi. Mais sauf que c'est tout un système à l'époque qui cautionne ça. Enfin, sont derrière des réalisateurs, en ce moment, malheureusement, on est en train de s'en rendre compte, mais des réalisateurs qui eux-mêmes, de toute façon, perpétraient ce genre de violence, qui font jouer des acteurs qui font de même. C'est ce qui est en train de nous éclater à la tronche actuellement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce film-là, honnêtement, il est insoutenable quand on le revoit. Mais là, non, j'allais dire une grosse bêtise. C'est les producteurs et les réalisateurs. Enfin, à un moment donné, tu décortiques aussi pas mal le milieu du cinéma. Et je t'avoue que je ne savais pas du tout que Weinstein était producteur de Tarantino pendant de nombreuses années. C'est son producteur historique. Voilà. En effet, à la fin du livre, toute ma 5e partie est consacrée aux violences hors champ, dirons-nous, mais qui n'en sont pas vraiment, parce qu'en fait, là, vu ce que je viens de dire de ce film-là, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve quand on représente la violence à l'écran dans ces années-là, et même après, dans les années 2000, et dans Kill Bill, par exemple, et Boulevard de la Mort, un autre Tarantino. En fait, on a en face de nous des actrices qui sont réellement violentées, si ce n'est par le réalisateur, par le producteur. En fait, tout se superpose, donc ça donne vraiment, vraiment le vertige, voire la nausée. Mais la conclusion de tout ça, c'est que la fiction, c'est jamais vraiment que de la fiction, quoi. On voulait aussi aborder la question de la femme, quand la femme est une violeuse. Et tu l'écris, un homme violé par une femme attirante est considéré comme un homme chanceux. Et on voulait passer un petit extrait de L'Arnaqueur. On retrouve Romain Duris là dans la position de la victime, du coup, cette fois. Oui, en fait, je suis obligée de commencer ma réponse en rappelant que dans l'immense majorité des cas d'agression sexuelle et de viol, les victimes sont des femmes et que l'immense majorité des agresseurs sexuels sont des hommes. Malgré tout, d'autres réalités existent. Des femmes peuvent être agresseuses sexuelles. Et ça, c'est une réalité qui existe, même si dans les 3/4 des cas, des agressions sexuelles d'hommes sont commises par d'autres hommes. Ça, c'est juste pour la partie théorique. Oui. Le problème, c'est qu'une fois qu'on s'est dit ça, ces réalités, on peut partir du principe qu'elles sont importantes et qu'elles doivent être représentées aussi dans la fiction. Les 3/4 des cas donc, d'agression ou de viol d'hommes par d'autres hommes, c'est encore très très tabou et c'est très peu représenté à l'écran. Moi, j'ai peiné à trouver des exemples. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est un téléfilm qui était passé sur France 2 qui s'appelait Un homme abîmé, qui est même plus dispo. J'ai dû le demander à l'une des scénaristes, je crois. Il représente quand même assez bien cette réalité-là, mais sinon, c'est très très difficile de trouver des références là-dessus. Sur des viols désolée, bon, je dis beaucoup le mot viol, mais sur les viols... Ça va, on n'est pas sur Insta. Oui, c'est vrai. Sur les viols d'hommes commis par des femmes, il y en a quelques-uns qui commencent à être représentés. Là, récemment, il y a eu un exemple dans les chroniques de Bridgerton. Il y en a eu un autre dans La Servante écarlate. Bon, c'est des intrigues très spécifiques. C'est quand même pas la vie de tous les jours. C'est peu de le dire pour ces 2 séries. Mais idem, c'est difficile à trouver. En revanche, ce qu'on trouve, c'est ça. Et beaucoup dans des comédies américaines aussi, avec lesquelles j'ai grandi. On va avoir... des représentations de mecs genre Josh Hartnett attachés au radiateur, attachés à un lit, avec toujours une espèce de nympho en face et qui est quand même globalement toujours très sexy. En fait, c'est représenté comme ça. Donc évidemment, comment prendre au sérieux en fait un homme qui va se plaindre d'une agression sexuelle quand en face c'est une mannequin et que de toute façon dans l'image là qu'on a, un plan sur 2, Romain Duris, il sait bien jouer ce genre de nuances, mais il rit, quand même, il la mate. Et là, la scène, elle a été coupée, mais après, elle est au sol, et avec François Damiens, il regarde, et Damiens, avec son accent que je ne sais pas imiter, il dit « Ouais, elle est bonne quand même ». Donc, ça finit comme ça. Ça, pour moi, c'est catastrophique, et c'est important pour moi, en fait, de parler de ces autres représentations-là, où les genres sont inversés,
Parce que ça participe énormément à la banalisation des agressions sexuelles et ça lève pas du tout le tabou sur les réalités vécues par les hommes. Donc c'est grave, il est temps que d'autres histoires voient le jour. Ce qui a été le cas, par exemple, sans trop spoiler, avec une série comme Mon Petit Reine, que vous avez peut-être vue, mais où en tout cas dans laquelle on voit très bien que quand on s'éloigne des standards de beauté à la Elena Noguera, où on a une comédienne qui ne répond pas aux critères de la mannequin et qui par contre harcèle et agresse, et ben là ça devient complètement flippant. À aucun moment on est dans l'envie du personnage masculin. Donc voilà, c'est important. Et là, idem, on aurait dû limite vous donner un exercice avant l'extrait de compter le nombre de fois où Romain Duris dit non. Il n'arrête pas de dire non. Imaginons une seconde que ce soit l'inverse, que ce soit un homme qui vienne toquer à la porte. On trouverait cette scène hyper choquante. Parce que là, franchement, elle ne le lâche pas. Et même si c'était un beau gosse, honnêtement, je pense que juste l'inversion des genres dans cette scène, ça fonctionnerait. Tu parles aussi du film Police de Mai Wen, où là, je ne sais pas si vous avez en tête, mais il y a une scène où une jeune femme se fait arrêter parce qu'elle violente son enfant dans la rue et devant le personnel, les agents de police, elle va avouer que pour l'endormir, elle lui fait des fellations. Voilà. Et là aussi, la scène se termine en gros fou rire de toute l'équipe des agents de police. Donc voilà, là aussi, il y a une sacrée minimisation de ce qui s'appelle l'inceste. On arrive petit à petit à la fin de cette charmante soirée. Tu poses la question à la fin de la représentation du viol. Comment est-ce qu'au final... d'ailleurs, je vais lire un petit passage. Comment la fiction peut-elle transformer nos représentations de façon habile ? Et donc, tu cites Héloïse Van Appelgren. Mince, qui est-elle ? Je ne l'ai pas noté. Qui est docteur. Et je vais donc lire la petite citation. « Quand on montre le viol, c'est difficile de ne pas tomber dans la complaisance, en fait. À l'inverse, quand on ne représente pas le viol et qu'il est représenté hors champ, on peut faire le reproche au film d'invisibiliser les violences faites aux femmes. Si on le représente, c'est compliqué de ne pas idéaliser ou de ne pas montrer trop de violence. Comme ce n'est pas un sujet qui a été résolu dans notre société, forcément, représenter ces violences ou ne pas les représenter, c'est un choix et ça ne sera jamais assez bien. Je pense que c'est rare, les films qui arrivent à représenter de façon juste le viol ou à en parler. Et selon la chercheuse, des meilleurs exemples, je me demandais si ma liaison était bonne, est Thelma et Louise, réalisé par Ridley Scott, et sorti en 91. Et c'est le dernier extrait qu'on va regarder ensemble ce soir. Extrait très éprouvant, mais qui clôt bien quand même la série d'extraits qu'on voulait vous montrer ce soir. Tu veux en parler ? T'en parles un petit peu à la fin. J'aime pas beaucoup ce film, moi. Ouais, donc en fait, vous avez 4 heures. Je suis très d'accord. Juste un point sur mon livre, la démarche avec ce livre, parce que c'est très lié pour moi à la sororité dans ma pratique du journalisme. Quand j'aborde ce genre de sujet, je ne suis pas tout à fait la première à l'aborder. Cet angle-là, précisément, si, parce qu'il n'existait pas un bouquin qui s'attelait à le traiter. Mais moi, j'aime bien justement faire intervenir des femmes qui sont plus spécialistes que moi sur certains domaines. Tu parlais de Aurore Vincenti, qui est linguiste. Il y a une docteure en neurosciences. Il y a des psychanalystes, des scénaristes. Et puis là, Héloïse, qui est docteur aussi. Donc là, je paraphrase un petit peu ce qu'elle dit, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est important de citer, sourcer et donner la parole directement à celles qui ont une expertise qu'on n'a pas forcément nous et qui viennent juste compléter la nôtre. Donc cela étant dit, moi, je suis complètement d'accord avec... Parce qu'elle a fait tout un travail sur le road trip féministe. Donc elle s'y connaît vraiment, vraiment mieux que moi sur ce sujet précis. Mais je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. Pour moi, c'est l'une des meilleures représentations de la question des violences sexuelles au cinéma, parce que justement, comme tu l'as dit, cette scène, elle est terrible, elle est éprouvante, mais pour autant, moi, je la trouve pas voyeuriste. Je trouve que ça s'arrête exactement en fait, à la limite de ce qui le serait.
c'est nécessaire qu'on en voit autant pour qu'on comprenne la détresse dans laquelle Thelma elle est et qu'on comprenne aussi ce qui motive le geste de Louise, quoi, de tuer le gars. Mais voilà, pour moi, c'est bien réalisé. Même ensuite, quand elle reparle de violences vécues par Louise, on n'a pas de flashback glauque. Voilà, parce que je cite d'autres contre-exemples dans le bouquin, notamment Irréversible de Gaspard Noé, qui lui va en plein évidemment dans ce qu'il croit être une représentation réaliste du viol. Donc pour moi, c'est vraiment un film qui est très important, qui aujourd'hui ressort, qu'on revoit en salle et qui a la cote auprès des jeunes générations, alors qu'il a plus de 30 ans. Qu'il est né quasi en même temps que moi d'ailleurs. Mais ce qui est le plus flippant quand on regarde Thelma et Louise, c'est à quel point il n'a pas vieilli, à quel point on s'identifie toujours aux héroïnes qui préfèrent se donner la mort elles-mêmes et fuir plutôt que de compter sur la justice. Donc je crois que c'est ça ce qu'il y a de plus terrifiant dans le film. T'as demandé une petite interview à Gaspard ou... Non. Lui, pour le coup, il y a tu vois, même Vincent Cassel, dont je parle beaucoup dans le bouquin. J'ai déjà épluché vraiment beaucoup leurs interviews. Je me suis refarci beaucoup de vidéos pour les citer. Donc je cite ce qu'ils disaient sur leur rôle, sur le film. Oui. Il y a un passage assez important sur Mon Roi d'ailleurs. Oui. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un micro par là. Oui, Louise, merci. J'ai revu Thelma et Louise récemment et je me suis posé une question sur cette scène justement. Et justement quand tu parles du fait que il revient aujourd'hui qu'on en reparle, est-ce que... Moi je me suis questionné sur le fait que même si cette scène est réaliste et qu'elle est bien réalisée, en fait la majorité des viols ne sont pas commis par des inconnus dans des parkings. Et ça on en parle, enfin on commence à en parler mais ça m'a questionné là-dessus. Oui, mais d'ailleurs, quand je dis que je fais une blague, c'est pas une blague, mais je crois que je mets un hashtag parking à ce moment-là, précisément pour rebondir là-dessus, parce que ça vient après Irréversible dans mon bouquin, où j'explique que non, ça ne saurait être révélateur de la réalité de ce que sont les violences sexuelles, puisqu'en effet, dans 9 cas sur 10, les femmes connaissent le visage de leur agresseur, que dans seulement 11% des cas, les viols ont lieu sous la contrainte d'une arme. Donc en fait, tout ça, c'est une image qui vient consolider des mythes sur le viol qui arrange bien le système patriarcal. Moi, c'est vraiment ce que j'accuse dans mon bouquin, c'est-à-dire de m'avoir fait croire à moi que le viol, c'était ça, c'était irréversible. Le film, il est sorti, Irréversible le film, est sorti en 2002. Je l'ai vu, je m'étais toujours interdit de le voir, ça ne m'intéressait pas, mais donc je l'ai vu plusieurs fois pour l'écriture de ce livre. Mais moi, j'avais grandi avec l'idée que ce film-là, c'était un film sur le viol. Mais bon, j'ai vu d'autres choses. Combien de séries ou de téléfilms pourris ou de policiers sur TF1 j'ai vu où c'est dans un tunnel le soir par un affreux mafieux. Enfin, voilà. Donc, je suis complètement d'accord. Là, ça se passe sur un parking avec un gars rencontré dans le bar. Bon, cette réalité, elle existe quand même. Pour sauver aussi un peu ce contre-argument, le film, il est réalisé par Ridley Scott, mais il est écrit par une femme à l'origine. Et ça, pareil, c'est hyper intéressant dans le sens où elle n'avait pas pu le produire. Lui, c'était déjà une star, donc on lui a confié. Mais c'est pour ça aussi qu'il est intelligent et sensible, ce film. Donc, je suis d'accord, c'est pas parfait, mais pour 1991, c'était déjà franchement bien qu'on ait ce film. Et aujourd'hui, commence à arriver de nouvelles références où on montre le viol conjugal. Là, on parlait de salade grecque, le viol conjugal, ou le viol au sein du couple, le viol avec des gens qu'on connaît, quoi. Et puis, les femmes s'emparent de ce sujet. Donc, on a par exemple, I May Destroy You, dont on parlait. Ouais. En fait, ce qui change la donne, c'est qu'on a aujourd'hui des créateurs et créatrices qui ont vécu dans leur chair les violences qu'ils montrent à l'écran. Donc, je pense que ça change tout. Oui, je me permets de la répéter. I May Destroy You, je ne sais pas si vous l'avez vu. Sublime série qui aborde justement la problématique du viol et de l'amnésie post-traumatique. J'ai vu récemment aussi How to Have Sex. Je ne sais pas si tu l'as vu. Et je trouve intéressant aussi sur la réflexion du viol. Moi, j'aurais une question pour vous. Vous parlez de beaucoup de films français et américains. Et j'aimerais bien savoir si vous parlez dans votre livre de Orange Mécanique.
et si vous l'avez vu, et Oui. qu'est-ce que vous pensez de la représentation dans ce film et comment elle... Ouais, enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je l'ai vu. Bah, ça faisait partie de mes films préférés quand j'étais ado. Sans suspense, tous les trucs tordus et archi-violents, je les regardais pour m'endormir. En revanche, je n'en parle pas dans Désirer la violence. En fait, je fais une réponse groupée, dans le sens où ce qui a été sans doute le plus dur, c'était de choisir les exemples quand j'ai écrit ce bouquin, mais que j'ai surtout pas voulu comme un catalogue. C'est-à-dire que j'ai essayé, en fait, en m'appuyant sur certains exemples, c'est vraiment non exhaustif, d'en dégager des problématiques plus générales. Donc voilà, je l'ai laissé de côté, celui-ci. Mais je pense que ça pourrait un peu dévier comme un point Fight Club. Je pense que si on se met à parler d'Orange, on peut en parler peut-être après. En tout cas, il est archi flippant. Moi, ce que je retiens, parce que j'essaye tout le temps un peu de me replonger sur la Chloé du collège-lycée quand je bosse, ça me fait flipper de me dire que littéralement je le regardais parfois pour m'endormir. Enfin, ça faisait partie de mes références, comme plein d'ados, parce que lui aussi c'est un film qu'on trouve trop cool, archi subversif quand on est jeune et qu'on questionne pas vraiment au final. Désolée, je réponds un peu à côté, mais c'est pas de soucis, parce que votre titre en fait du livre, pour moi, ça m'a fait directement penser à ce film Désirer la violence. Ben ouais, carrément, je suis d'accord. Après, en fait, si je peux juste, parce que je fais un peu ma psychanalyse en même temps, je pense que j'ai déjà... je me suis confrontée en fait à plein d'exemples dans le bouquin que je démonte, que je défonce, que j'arrive plus à apprécier. Et là, en fait, je me dis, ah bah tiens, peut-être que celui-ci, j'aurais eu 100 choses à en dire. Mais je pense qu'il y a quelques exemples que j'ai laissés sur le côté. Et... Il fallait faire un choix. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y avait une autre question. Merci. Parce que par exemple, là, comme il va ressortir au ciné, j'ai laissé de côté Emmanuel, qui date de 74 aussi, qui est une catastrophe ambulante. Enfin, c'est peut-être limite pire que Les Valseuses, sauf qu'il n'y a pas Gérard Depardieu dedans. Et en fait, parfois, quand je suis dans des rencontres et qu'on parle de tel ou tel exemple, je me dis « Ah, mais oui, mince, il aurait fallu le mettre. » Mais bon, encore une fois, voilà, l'idée, c'était pas de faire un catalogue. Il y aura peut-être un tome 2. Je me le souhaite pas. Oui, parce que c'est vrai que tu dis qu'il y avait une question là-bas. Ah, pardon. J'avais vu une main se lever, mais... J'avais une question sur les... Je sais pas si on peut dire le nouveau genre, mais je pense à Promising Young Woman et Blink Twice. Et voilà, votre avis sur ce type de film de vengeance, je sais pas si on peut s'appeler comme ça. Ouais. Bah, la 4e partie de mon livre s'appelle Vengeance non féminin. Donc j'en parle quand même copieusement. Promising Young Woman, en fait, c'est pareil. Bon, je pense que dans ce genre d'événement, l'idée, c'est pas de dire si on a aimé ou pas aimé le film et tout. Promising Young Woman, moi, je l'ai vraiment aimé. Mais je sais qu'il ne met pas tout le monde d'accord pour des raisons dont on peut débattre après. Mais moi, je trouve qu'il était hyper excitant, c'est le mot, enfin jouissif en fait ce film, puisque juste le pitch du départ, c'est qu'une fille venge une de ses amies des violences sexuelles qu'elle a subies en faisant croire qu'elle est ivre, en allant dans des bars, dans des restos, dans des nightclubs. Elle fait croire qu'elle est complètement bourrée pour que des mecs la ramènent chez elle ou chez eux et prennent soin d'elle, un peu comme Ross dans la chambre avec Rachel. Et en fait, au moment où ces mecs-là s'apprêtent à l'agresser, parce que, spoiler alert, ils tentent tous leur chance, elle se montre complètement sobre. Et en fait, elle les surprend en leur disant « Mais attends, t'allais faire quoi là ?» En fait, elle les confronte à l'agression qu'ils s'apprêtent à commettre. Et en fait, moi, cette représentation-là, je l'ai trouvée super importante et empouvoirante. J'ai trouvé ça trop bien de pouvoir mettre pause à ce moment-là et de nous donner à voir en tant que femmes en fait, la possibilité que ça s'arrête et qu'on confronte l'autre. Donc moi, ce film-là, je le trouve assez fort. Et Blink Twice, j'ai trouvé qu'il était trop cool. Je suis vraiment super contente de ce film. Pareil, tout le monde n'est pas d'accord, mais j'adore le genre du thriller. Enfin, j'adore ce genre de film qui est très accaparé par les hommes, globalement. Parce que ce que j'explique dans mon livre, c'est que quand il y a vengeance au cinéma, très souvent, ce sont des hommes qui vengent des femmes et qui finalement vengent leur propre ego. Dans Irréversible, c'est pas le personnage de Monica Bellucci qui se venge elle-même, hein, c'est son mec, Vincent Cassel, et son ex, Albert Dupontel, et qui sont en fait juste là pour faire valoir leur propre virilité.
Donc là, les nouveaux revenge movies qu'on voit de plus en plus, où sont déjà des femmes qui les écrivent, qui les réalisent et qui en plus mettent en scène des héroïnes qui se prennent en main et qui se vengent elles-mêmes, moi je trouve ça hyper jouissif. Mais encore une fois, ce que je viens questionner dans mon bouquin, c'est à quel point le revenge movie n'est pas réaliste. Parce que dans la vraie vie, moi je connais pas, alors pour le coup, je ne connais pas une femme qui n'ait pas été victime de violence, à minima sexiste, mais en tout cas sexuelle ou conjugale. J'en connais pas une. Mais en revanche, j'en connais aucune qui a décidé de prendre les armes et d'aller couper des tubs ou faire exploser des cervelles, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment une voie fantasmée. Là, récemment, j'ai répondu à une interview précisément sur la question des revenge movies, mais où je disais que je pense qu'on en a sacrément besoin, puisque quand on sait que seulement 0,6% des viols sont condamnés par la justice en France, en fait, la justice n'existe tellement pas pour les victimes de violences que voir ça à l'écran, ça a un côté cathartique. C'est vraiment comme ça que j'explique le fait qu'il y en ait de plus en plus des récits de vengeance féminins et féministes. Enfin, le film n'est pas encore sorti, mais il y a Les femmes au balcon qui va sortir. Et je pense que là, on est pile dedans. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez jouissif aussi à voir, même s'il y a peut-être plein de défauts et ça part dans tous les sens. Mais ça sort en décembre, donc on en reparlera. C'est le film de Noémie Merlan. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, j'avais une question sur Salade grecque, justement, parce que je l'ai vu là, il y a vraiment pas longtemps. Et donc, il y a justement cette scène de viol qui, moi, pas tant plus que ça. Enfin, je trouve qu'elle est... je la trouve un peu complaisante et surtout que je pense que dans l'épisode suivant, on redémarre sur un flashback, on revoit la scène. Donc, je pense que c'est pas nécessaire. Et en général, du coup, sur Salade grecque, que j'ai trouvé du coup très didactique. Enfin, on sent qu'il est vraiment très didactique, justement, quand ils vont à la police pour dénoncer. Et du coup, je me dis que ça marche pas non plus parce que du coup, on tombe, j'ai l'impression, dans un extrême inverse. Donc voilà, sur la représentation, comment on fait quoi? Parce que là, Clapiche, on sent bien qu'il a essayé. Il s'est entouré, il l'explique, mais ça marche pas complètement quand même, je trouve. Oui, moi, Salade grecque, je ne reverrai pas la série. Je l'ai vue une fois, ça m'a suffi. Alors que la trilogie, surtout les deux premiers, je les aime encore, ces films-là. En effet, ça, c'est l'un des écueils, c'est-à-dire tous ces nouveaux produits culturels où on a l'impression qu'il y avait une to-do. Allez, un peu de diversité. Oui, je trouve que ça se sent. Pour le coup... En fait, dans l'entretien, encore une fois, j'essaie de vendre mon livre, mais que je retranscris avec lui. Voilà, j'ai même pas besoin de convaincre. En fait, lui, il s'interroge vraiment sur sa volonté, de bien faire ou non, parce que la citation que je garde vraiment de lui, c'est le bon cinéma, ce n'est pas forcément de donner le bon exemple. Et en l'occurrence, je suis d'accord avec lui. Maintenant, ce qu'il dit aussi, et il en a le droit, c'est ça me fait chier, je le cite, je ne sais pas s'il dit ça me fait chier, ça m'emmerde, de me dire qu'aujourd'hui, peut-être que je ne retournerai pas les scènes que je tournais à l'époque, parce que justement, il aurait l'impression que c'est de l'autocensure. En fait, tout ça, je le comprends, moi, et je l'entends. Donc, c'est une vraie question qu'on peut leur adresser à ces mecs, si c'est hétéro-réalisateurs. C'est est-ce que c'est encore intéressant? En fait, la question, c'est est-ce que c'est encore intéressant ce que vous avez à nous raconter? Est-ce qu'on a encore envie de voir ça? Ou est-ce qu'on revoit vos films de l'époque avec nos lunettes anti-sexisme? En fait, je pense que, honnêtement, alors attention, c'est évidemment pas pour me faire l'avocate du diable, mais face à un réalisateur comme lui, dont plusieurs personnes m'ont dit « Ouais, non, franchement, il est cool, il est safe », je pense que c'est pas si simple. Parce qu'entre avoir l'air complètement ringard et s'entourer de jeunes, parce que pour le coup, il a fait un gros et sincère effort dans l'équipe avec laquelle il a créé la série, mais avoir l'air un peu de cocher les cases, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on ne va pas non plus lui dire arrête de faire des films et des séries. Donc moi j'ai pas la réponse, c'est des questions en l'air. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va pas tarder à... vas-y. Oui. Non, mais vas-y. Tant qu'on n'a pas... on va conclure. Mais tant qu'on n'a pas fondu. Ouais, c'est ça. Moi, c'était pour revenir. Tout à l'heure, tu as évoqué rapidement avec Gossip Girl ou dans Les Valseuses, la pédocriminalité. J'ai remarqué, même dans des choses très récentes, par exemple dans Red Rocket de Sean Baker récemment, ou une série comme Elite, il y a une représentation ou même dans La vie d'Adèle d'ailleurs, où elle a 15 ans en fait. Des représentations d'enfants et d'adolescents, d'adolescentes qui sont joués par des acteurs et des actrices qui ont 10 ans de plus
Donc, en fait, je veux dire, un gamin de 15 ans, il ressemble à un gamin de 15 ans, et forcément, si on le montre, si on le sexualise à l'écran, c'est hyper problématique et ça se voit. Et du coup, je me demandais aussi quelles conséquences ça pouvait avoir déjà, pourquoi c'est autorisé pour des réalisateurs de faire ça, et le fait qu'ils emploient forcément des personnes majeures. Mais quel impact ça a aussi sur la pédocriminalité et la sexualisation des enfants, en fait. La réponse est un peu dans ta question, parce que ta question, elle est très juste. Non, mais c'est très intéressant. Mais oui, c'est un gros problème. Après ça, qu'on est quand même de plus en plus nombreux et nombreuses à pointer du doigt. Même Riverdale. En fait, toutes ces séries là où ils sont censés être au lycée, mais ça c'est depuis la nuit des temps, et où ils ont 30 ans. Et nous on se dit quoi, mais attends, moi j'ai pas assez de poitrine. En fait, tout est tous en train de se comparer à ces personnages alors qu'ils ont le double de notre âge. Ça, de toute façon, c'est nocif, mais c'est pour nous faire rêver. C'est l'hypersexualisation à fond. Ils essayent quand même avec des nouvelles séries comme Sex Education ou Heartstopper ou des nouvelles séries de caster des personnes qui sont un peu plus proches de la réalité physique des ados. Mais moi, dans le bouquin, je parle le film Le Consentement. Bon, pareil, pas parfait, qu'on peut avoir aimé ou pas. Moi, je trouvais quand même que le casting de la jeune fille était bien, même si pour certains, elle est encore trop érotisée, hypersexualisée. Moi, je trouvais quand même qu'elle correspondait bien à son âge et qu'ils ont vraiment réussi à mettre le dégoût là où il devait être. Le Consentement, l'adaptation au cinéma, avec Jean-Paul Rouve et, j'ai oublié, Kim Higelin. Ce film-là, moi, ça a été un bouleversement perso quand j'en suis sortie, parce que j'avais vraiment l'impression que peut-être pour la première fois, ce rapport-là, un tel écart d'âge, était représenté avec justesse, même s'il y a quelques scènes qui sont peut-être un peu trop érotisées. Je sais pas. Ça, c'est l'immense progrès qu'on doit faire. Mais après, ça rejoint même d'autres questions liées à l'agisme dont je parle aussi, où en fait, on éduque les hommes, je généralise, les hommes cis hétéros, à désirer des corps jeunes. Point. Jeunes, voire très jeunes. Là, je pense qu'il va vraiment nous falloir peut-être encore quelques décennies pour qu'on sorte complètement de ça. Mais c'est clairement un enjeu majeur. De toute façon, moi, je ne parle pas vraiment de l'inceste dans le bouquin, mais il est lié. En fait, quand j'attache autant d'importance à repréciser que des violences peuvent être faites aux hommes, je parle des garçons. Il faut vraiment prendre ce mal-là à la racine. Et donc, la question des représentations, évidemment qu'elle est clé, quoi. On va devoir conclure. Il y avait une dernière question. Elle est rapide, il n'y a pas de souci. On pourrait rester encore des heures et des heures. Merci. En fait, tout à l'heure, je repensais quand vous parliez de vocabulaire, de traduction américaine et française. Est-ce que vous avez remarqué que quand c'est traduit en français, on minimise la sexualité ou avec des mots vraiment... je sais pas comment on pourrait dire, mais là, vous parliez de violeur et en français, c'est autre chose. Détraqué, non, je ne sais plus ce qu'elle dit. Ouais. Voilà. Est-ce que, en fait, en France, les films français, il y a eu une généralité d'un vocabulaire minimisé là-dessus ou pas? Je sais pas si c'était clair. Oui, si, c'était clair. Là, pour moi, c'était l'exemple le plus flagrant, celui-ci. Après, moi, je regarde les films en VO, mais justement pour le livre, puisque je devais l'écrire en français, j'ai mis systématiquement les sous-titres en français. Et quand il le fallait, j'écoutais la VF française, qui est souvent une VF d'époque, en plus, avec les voix un peu vintage. Donc, ça, c'est l'exemple le plus parlant que j'ai trouvé. J'en ai pas d'autres dans ce genre. Mais... Attends, ça me vient, mais je crois qu'en fait, j'avais pas les sous-titres en même temps. Parce que pour Grease, pour le coup, le gros exemple dont je parle, c'est la chanson Summer Nights. Donc, il faut que tu chantes. À chaque fois, je me lance à chanter. Je me dis, mais t'as chanté vraiment? Donc, Tell Me More en VF. Elle aide un peu, un petit effort. Non, en plus, je fonds, genre vraiment littéralement là.
Mais donc, dans cette chanson, c'est super grave ce qui s'y joue. C'est le titre d'un de mes chapitres. Parce que pendant que donc, les filles disent est-ce qu'il avait une voiture ? Est-ce que ça a été le coup de foudre ? Enfin, le coup de foudre. Donc, was it love at first sight ? Voilà. Et donc, les mecs répondent tell me more, did she put up a fight ? Et donc, ça qu'on traduit comme est-ce qu'elle s'est débattue ? Sauf que la chanson, dans le film, même en VF, les chansons ne sont pas traduites. On entend les VO. Donc, vraiment, je pense pas est-ce qu'elle s'est débattue, c'est dans mes sous-titres. Bon, en tout cas, c'est traduit comme ça. Mais quand on est petit, ado, quand on apprend, même quand on chante la chanson en yaourt, etc., moi, j'avais pas du tout conscientisé le fait qu'il se disait ça. Et quand on prend conscience du fait que la réponse à est-ce que ça a été le coup de foudre, c'est est-ce qu'elle s'est débattue, on comprend à quel point le fait d'agresser et d'avoir en face une femme qui se débat, c'est la norme à cette époque-là. D'autant plus que le verbe se débattre, on le retrouve dans Les Valseuses, quand la Frigide dit je sais pas, elles font quoi d'habitude les autres femmes, et que Depardieu, son personnage, répond elles lèvent les yeux au ciel, elles se débattent. C'est Jean-Claude, c'est Jean-Claude Depardieu, ouais. Oui, c'est pas Pierrot. Donc, culture du viol. On va s'arrêter là. Je voulais juste lire quand même les dernières lignes en fait du livre. Je vous spoile rien du tout. Ah ouais, mais c'est un tout petit. Non, pas du tout. C'est un tout petit passage personnel que j'ai beaucoup aimé. Mais en plus, pardon, est-ce que je peux juste contextualiser ta lecture dans le sens où non, c'est pas vraiment la fin du livre, c'est un ajout. Oui. C'est presque une note. C'est une note que m'avait proposé de faire mon éditrice parce que je lui disais tout du long de l'écriture de ce livre. C'est dur quand même. C'est un peu dur à écrire ce livre. Je vais pas très bien. Elle m'avait dit, tu pourrais peut-être en dire un mot après la conclusion. Donc, en fait, c'est après la fin du livre. C'est une postface. Oui, je sais pas. pas. On dit en vieux français. Puis enfin, il y a eu ce matin où je faisais griller des tranches de pain. Face à moi, dans la cuisine, l'affiche de Kill Bill que j'avais accrochée en emménageant dans ce nouvel appartement après avoir fui un foyer violent, parce que cette image de Béatrix Kiddo me donnait de la force, du courage. Ce matin-là, je bouclais ma dernière partie sur Weinstein et compagnie. Plus que jamais, mon regard sur l'héroïne avait changé. Elle ne m'inspirait plus. Enfin, elle ne m'inspirait plus que de la compassion pour la femme qui se cache derrière la combinaison jaune. En réalité, c'est elle l'héroïne, celle qui a survécu. J'ai retiré l'affiche de mon mur, j'ai ri, toute seule. J'ai compris que j'étais officiellement devenue une casseuse d'ambiance et ça m'a rendue fière. Merci beaucoup Chloé de casser l'ambiance. Merci à toi.